Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode, Olivier De Scooter est là. Salut Olivier. Salut Armano. Et cette semaine, nous recevons une légende vivante du triathlon, à savoir Monsieur Xavier Le Floch. Salut Xavier. Salut à tous les deux, légende, c'est gentil. Avant qu'on revienne sur toi et sur ton parcours, j'ai quand même une question très rapide que je pose à tous mes invités au début de ce podcast. C'est de te laisser le micro pour te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Xavier Le Floch? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Et puis, pour toi, quelle est ta relation avec le sport et en particulier le triathlon? Donc Xavier Le Floch, 49 ans. Donc, j'ai commencé moi le triathlon en 92-93. Donc, à la base, je venais plus du hockey, de la course à pied, hockey sur patin à roulettes, et enfin, on appelait ça du rink hockey, et de la course à pied. Et puis, je suis un peu à touche à tout. Et donc, j'ai essayé le triathlon par l'intermédiaire d'un pote en 92 à Perros-Guirec. Ça m'a plu. J'avais fait une place honorable. J'ai dû faire 6e d'un triathlon découverte. À l'époque, on appelait ça un promo. Et du coup, je me suis pris au jeu et de fil en aiguille, les résultats ont évolué jusqu'à devenir triathlète professionnel à partir de 97. Avant, j'ai été 2 ans au campus de Dinard, c'est pour être formé comme éducateur sportif et maître nageur. Et une fois que j'ai eu ça comme bagage, j'ai négocié avec les parents pour voir si c'était possible de faire un an de triathlon, faire que du triathlon pendant un an. Donc, mes parents ont été mon sponsor principal pendant cette année-là. Et puis, les résultats ont évolué à partir de là, et où ça a réellement évolué, c'est en 99, où il y avait un triathlon type Half Ironman, à Pau, dans les Pyrénées. Et je gagne cette course-là qui était sélective pour l'équipe de France de triathlon longue distance. Donc, c'est à partir de là que je suis rentré en équipe de France de triathlon longue distance. Et ensuite, j'ai fait 10 ans dans cette équipe de France avec 9 championnats du monde et un championnat d'Europe. Et puis, dans les années en 2010, je vieillissant et étant moins performant, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un poste d'éducateur sportif ou de maître nageur? Ou est-ce que, vu que j'ai beaucoup fonctionné tout seul, est-ce que je crée pas ma propre société? Donc, j'ai créé une société de coaching que j'ai appelée avec mes initiales, XLF Coaching, où là, je propose des entraînements personnalisés, surtout sur informatique. Donc, les gens me contactent et je les prépare. Je prends en compte leur disponibilité, leur objectif, leur capacité physique, leur VMA, leur PMA, enfin plein de choses comme ça pour mettre en place le plan d'entraînement pour atteindre leurs objectifs, que ça soit que du XS jusqu'à l'Ironman. Ça peut être des trailers aussi. Enfin, après, on touche un peu à tout. Et donc, je fais ça depuis 2010. Et ça me passionne toujours autant parce que de pouvoir amener des gens à réaliser leurs objectifs, c'est quand même assez grisant. Donc, ça fait à peu près 30 ans là que tu es dans le monde du triathlon, quoi. Ouais, tu vois, 92, premier pied dedans. Et ça fait 30. Les boules. Ouais. Toi, tu es devenu pro quand moi, j'ai découvert le triathlon. Donc, j'ai découvert en 96 exactement. Toi, tu es devenu pro en 97. Donc, quand je dis que tu es une légende vivante du triathlon, je dis pas n'importe quoi. Bon, ouais, c'est sympa. Je vais le prendre bien. Ouais, non, mais oui, il faut bien le prendre. J'aurais pu dire dinosaure, ça aurait été plus méchant. Ouais, c'est plus sympa, légende. Ok, et parce qu'attends, donc du coup, toi, tu t'es mis au triathlon. C'était... T'avais quel âge en fait exactement? Parce que... Alors 92, j'ai 19 ans. Ok, d'accord. Donc t'as 19 ans, là tu commences et c'est là où tu demandes à tes parents, en fait t'avais terminé le lycée et tu t'es dit j'ai envie de me lancer dans le triathlon et tes parents te sponsorisent, c'est ça? Ouais, là j'ai sauté. Alors juste l'étape, c'est qu'en 92, donc je me lance, 93, donc je prends une licence au Triathlon Club de Quimper. Et là j'étais à l'époque en CAP BEP électrotechnique. Après j'ai fait un bac pro électrotechnique. Mais c'est vraiment le truc qui me plaisait pas vraiment, en vérité. Mais tu sais pas, des fois, quand t'es pas super à l'aise à l'école, à un moment donné, tu sais pas trop quoi prendre. Mais le sport, ça me bottait. Et donc, en 95, je rentre au campus de Dinard, où je passe mon brevet d'état d'éducateur sportif. En 96, mon brevet d'état de maître nageur. Et en 97, c'est là que je me lance à faire que ça. Ouais. Ok, parce qu'il y a un moment... Il faut remettre un peu les choses dans le contexte aussi. Toi, quand tu dis à tes parents, je veux faire du triathlon, en 92 ou 92 parce que moi je suis belge, mais donc à cette époque-là le triathlon c'était pas encore hyper populaire. Je veux dire, le triathlon il a vraiment commencé à apparaître on va dire début des années 80. Ça a commencé à éclore, mais c'était encore un truc assez niche, quoi.
Ouais. Dans 92, c'était encore quasi pas tout, au tout début, mais déjà pas mal au début, ouais. Mais après, en 97, je pense que mes parents me voyant avec des résultats que je commençais à avoir en 97, voyant mon investissement, voilà, ils se sont dit, bon, il peut tenter le coup, hein, on verra bien. Après, j'ai pas un diplôme de manager, donc ça me permettait aussi de temps en temps, je pouvais bosser un petit peu. Je pouvais faire des remplacements dans les piscines, etc. Ça, c'était pas un problème. Ils savaient aussi que j'avais ces bagages-là derrière, donc du coup, voilà. Et puis après, les résultats n'ont fait qu'évoluer. Après, avant ma sélection en 19 en équipe de France, je commençais quand même à gagner des courses au niveau national, je commençais à faire ma place, donc voilà. Et moi, j'ai voulu tenter l'expérience jusqu'au bout, quoi. 92, tu découvres le triathlon. En 5 ans, tu progresses pour devenir triathlète professionnel. Qu'est-ce que ça voulait dire en 97 de devenir triathlète professionnel et de surcroît en équipe de France longue distance? En 97, alors le mot professionnel, c'est un grand mot parce que de vivre du triathlon, on pourra en reparler tout à l'heure, c'est quand même pas, c'est un mot, voilà, c'est vrai, on fait que ça, mais pour en vivre, c'est compliqué. 97, c'est 99 à la sélection en équipe de France. Donc 97, 99, c'est vrai que c'est un peu le ventre mou. T'es bon, mais t'es pas encore en équipe de France, donc t'es pas non plus athlète de haut niveau. C'est un peu bancal comme situation. Mais j'ai voulu pousser le truc et c'est vrai que 98, les résultats étaient encore meilleurs, mais pas à l'échelon international, mais c'était bon. Et 99, là, tu te dis, bon voilà, je gagne cette sélection à Pau. Je rentre en équipe de France, c'est un peu plus justifié quelque part de devenir entre guillemets pro. Mais pro est un grand mot, on pourra en parler, c'est vraiment... Mais ça voulait dire quoi du coup alors parce que tu passes pro, qu'est-ce que ça a changé de manière très concrète pour toi? Ce que ça a changé, c'est que quand tu rentres en une équipe de France de triathlon en longue distance en l'occurrence, tu as un statut professionnel où tu peux toucher un peu des aides au niveau de la région parce que tu es sur des listes de haut niveau, donc tu as ces aides-là. Le club, vu que tu es en équipe de France, tu fais championnat du monde, peut t'aider un peu plus financièrement. Et puis voilà, donc ça part comme ça, quoi. Ça veut clairement dire que tu n'arrives pas à en vivre. Il faut compléter avec d'autres types de revenus. Ouais, alors encore une fois, je suis resté quand même pas mal de temps chez mes parents, donc ça m'évitait d'avoir un logement à payer, la nourriture et des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même une charge qui était moins importante financièrement pour moi. Et puis tu as envie d'aller au bout de ton rêve, quoi. C'est donc mais après oui, ça derrière ça engendre quoi? C'est que effectivement tu cotises pas pour la retraite, tu as plein d'autres choses comme ça qui en découlent derrière que tu peut-être pas conscient à l'époque là, que tu en es plus conscient maintenant, mais bon, moi je voulais aller jusqu'au bout du truc. Quand tu vas au championnat du monde, au premier championnat du monde, tu fais 9e. En 99, tu fais 4 à Nice et meilleur français, t'as envie de cotiser. Ouais, puis à ce moment-là, tu te dis pas merde, ma retraite, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que tu as d'autres choses en tête. Une parenthèse que je trouve quand même grave, même à l'heure actuelle, je trouve que quand tu rentres en équipe de France, dans n'importe quel sport, il devrait au moins, sans payer les gars forcément, au moins qu'on ait, je sais pas, un système de points à retraite et une sécurité sociale pour nous permettre de nous épanouir dans notre discipline, quoi. Le message est passé. Si je ne m'abuse, maintenant en France, c'est le cas depuis 2012. Et je sais que j'avais eu l'occasion d'échanger avec Cédric Fleurton. Lui, il a arrêté sa carrière peu de temps avant. Et du coup, il est passé à l'AS. Mais depuis 2012, en France, il me semble que maintenant, quand tu intègres l'équipe de France, quand tu intègres le statut de sportif de haut niveau, tu commences déjà à cotiser pour la retraite, etc. Parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas forcément. Mais un jour ou l'autre, on est rattrapé parce que on n'est pas tous champions du monde de la discipline et notamment en triathlon si on imagine Hawaï. Et de toute façon, même si tu gagnes à Hawaï, c'est pas ça qui va payer ta retraite. Non, bien sûr, c'est pas ça. Non, complètement. Mais si ça s'est fait depuis 2012, j'ai pas trop suivi ça après. C'est très très bien. C'est complètement normal, quoi. Je représente la France quand même, donc c'est quand même sympa qu'on ait un petit coup de pouce, quoi. C'est clair. Aujourd'hui, quand on parle de triathlon, c'est vrai que souvent, on voit les athlètes pros qui voyagent au bout du monde. Bon, il y a Hawaï évidemment, mais au-delà de ça, enfin voilà, c'est normal d'aller faire une manche, je sais pas, en Afrique du Sud, en Malaisie, au Mexique. À l'époque, c'était déjà comme ça. Il y avait déjà c'était aussi international ou bien c'était un sport justement des compétitions beaucoup plus locales? Alors il y a deux choses à voir. Il y a le côté fédéral où tu fais les championnats du monde ITU. Ça, c'est la fédération où c'est partie de l'équipe de France. Ça, du coup, quand tu fais un championnat du monde, c'est pris en charge, bien sûr, par la Fédé. Et après, parallèlement à ça, un triathlète de triathlon de longue distance, il a envie de faire Hawaï. Donc, il rentre sur le circuit Ironman. Il veut y aller. Donc, moi, je jouais sur les deux tableaux, comme tous mes collègues, d'ailleurs. Et c'était déjà ça. Moi, j'allais à droite à gauche, que ce soit Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, ça j'ai fait. Hawaï, bien sûr. Monaco. Après, tu vas à Gabon où il y a
où tu peux choper ton slot pour Hawaï. Et comment tu choisissais? C'est une question qu'on a déjà abordée à plusieurs épisodes, notamment avec Thibaut Vellard, qui est directeur Ironman France. Comment tu fais pour choisir tes courses si tu veux maximiser tes chances de te qualifier? J'imagine que toi, c'est en fonction de ça que tu choisissais tes courses, ou bien c'était pour le paysage? On sait qu'Hawaï, l'objectif, c'est Hawaï. Donc, tu te dis, plus je vais essayer de me qualifier tôt. Donc, si j'essaye par exemple en mars et que je me rate en mars, je peux me rattraper peut-être en juin. Donc, moi, j'essaie de commencer assez tôt dans la saison. Donc, concrètement, j'ai fait Nouvelle-Zélande en mars. J'ai fait Malaisie en février. Afrique du Sud, ça devait être avril. Donc, c'est toujours assez tôt pour essayer de choper les qualifs. Pour comme ça, si le scénario 1, il rate, tu as un scénario 2 que tu peux utiliser, quoi. Et du coup, est-ce que tu n'as pas justement plus de pros en début de saison qui essayent de jouer la qualif? Si, tout le monde a les crocs en début de saison, mais après, ça fait partie. Après, des fois, tu t'es inscrit, tu dis, ouais, c'est cool, il y a pas grand monde. Et puis, à 15 jours de la course, tu dis, oh merde. Tu vois la start list qui grossit, et là, tu commences à flipper. Ça, c'est concret, ouais, ça s'est grossi. Bon, après, ça s'était bien passé, mais ouais, ça grossit. Et après, si tu peux prendre en compte aussi, c'est vrai qu'après, tu as le profil vélo qui joue. T'es grimpeur, rouleur, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Est-ce que tu aimes bien la chaleur ou pas? Il y a plein d'autres paramètres, mais des fois, ces paramètres-là, tu voudrais les prendre en compte. Mais moi, je jouais d'abord sur le compte d'essayer de me qualifier tôt, bien que tous ces paramètres-là, ils sont quand même à mettre dans la balance, quoi. Et donc, du coup, juste pour revenir là-dessus, toi, c'était quoi tes paramètres en termes de chaleur, de dénivelé, tout ça? Moi, je préférais, pour étant breton, je préférais, c'est vrai, l'humidité. Après, la Malaisie, ça paraît complètement fou, mais la chaleur humide, ça allait à peu près. La chaleur sèche, type Nice et tout ça, j'ai plus de mal. Donc, la chaleur humide, ça me correspondait bien. Donc, moi, je préférais une météo bretonne, on va dire. Ça m'allait très bien. La chaleur. Attends, parce que tu dis une météo bretonne, mais enfin, t'as pas besoin de l'humidité. Je veux dire, si t'as un 15-20 degrés, par exemple, mais qui fait sec, toi, c'est bien. T'as pas besoin d'avoir de la pluie. Ok. Ça va, tu me rassures. Là, quand je parle, surtout quand il fait chaud, comme à Malaisie où il fait 40 degrés ou Nice, il fait souvent 30 sur la promenade. Je préfère presque, entre guillemets, les 40 degrés humides de la Malaisie que la chaleur sèche de Nice à 30. Par contre, après, oui, 15-20 degrés avec du ciel bleu, ça me va très bien. Ouais, après, tu pourrais aussi très bien te dire, en fait, moi, j'ai l'habitude de rouler sous la pluie, c'est pas un problème, je suis habitué, je gère mes virages et tout ça, alors que potentiellement, mes concurrents, ils vont en chier, donc du coup, je préfère avoir des conditions. Enfin, je veux dire, si les conditions sont difficiles, elles le seront aussi pour tes concurrents, donc au final. Moi, je m'en servais quand c'était pas bon du tout. Ça me faisait chier, hein, c'est vrai, de courir sous la pluie, mais je me dis, les autres, ils vont plus voir ça. Ils vont encore plus en chier parce qu'ils auront encore moins l'habitude, quoi. Ouais. Et c'est bon. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi la grosse différence? Courir sous la pluie ou pas? Ok, bon, t'es mouillé, mais voilà. En quoi est-ce que ça va jouer sur tes performances? Le truc, c'est si moi, breton, je m'entraîne toute l'année, on va dire, entre 10 et 20 degrés, et que je me retrouve à 35 degrés, mon corps, il sait pas réguler ça. À l'inverse, si quelqu'un court toujours à 30 degrés, lui, son corps sait réguler ça. Donc moi, du coup, d'être sous la pluie, moi déjà s'il fait chaud mais que je suis sous la pluie, et ma température de corps va peut-être s'abaisser un peu plus. Je vais mieux m'y retrouver que de me retrouver à 35 degrés chaleur sèche où là, j'aurais beau m'hydrater et tout ça, m'asperger, à un moment donné, ça va risque de coincer un peu plus quoi. Et donc du coup, si vraiment il fait très chaud et que t'as pas l'habitude, tu supportes pas forcément bien la chaleur, il y a des stratégies à mettre en place. Tu parles d'hydratation, tu parles de c'est quoi, je sais pas, en termes d'équipement aussi, il y a des trucs que tu mets en place? Les tenues ont pas mal évolué, ouais, mais après, il va falloir bien sûr s'hydrater, peut-être mettre des pastilles de sel dans l'eau, des choses comme ça, t'asperger par l'extérieur. Tu vois, à Hawaï, les ravitaillements, ils étaient vachement pro, leur cahier des charges, tous les 10 km à peu près, t'as des ravitaux en eau. Donc, tu arrives toujours à avoir un bidon qui va te servir à t'asperger et baisser la température du corps. Quand les ravitaux sont bien placés, bien faits, c'est vrai que tu t'en sors un peu mieux. Quand tu te retrouves sur certaines courses, je ne dirais pas forcément des noms, où il fait très chaud et que les ravitaux, c'est un peu à la one again, là, ouais. Tu veux parler de certaines courses qui ont lieu pas très loin de la mer et qui restent dans notre pays, c'est ça? Qui restent dans notre pays, pas très loin de la mer, pas forcément dans notre pays. Dans Ironman, c'est cher, les inscriptions sont chères, il y a plein de choses que ça coûte. Mais quand tu vas, il y a un protocole, je sais pas, à vélo, tous les 15 bandes, tu es sûr d'avoir quelque chose à boire, à pied, tous les 1,7 km ou 2 km. Donc, même s'il fait chaud et que tu n'aimes pas la chaleur, si tu joues bien là-dessus, tu arrives quand même à réguler ta température du corps, quoi. Au niveau de l'entraînement, parce que, on va y revenir un petit peu d'ailleurs sur ton palmarès, entre autres, parce que tu parles de la Malaisie. Quand tu prépares une course, par exemple, en Malaisie, tu sais qu'il va faire chaud. Comment tu t'entraînes?
Comment tu prépares à la chaleur? Bah là, j'avais pas eu trop le choix. Là, c'était en février, j'étais en Bretagne, donc c'était pas le bon. Et j'avais pas l'opportunité d'aller faire des choses, d'aller dans des caissons, je sais pas où t'as l'humidité ou dans ta salle de bain. J'aurais pu le faire, salle de bain, faut le chauffage à bloc, mais je l'ai pas fait. Là, la Malaisie, je l'ai pris comme ça, quoi. Par contre, je suis allé vraiment tôt en Malaisie, 10 jours avant, et l'erreur que j'ai pu faire à Hawaï, c'est-à-dire tu arrives à Hawaï et tu te dis, voilà, il faut pas que je perde d'énergie, donc je m'entraîne et je rentre dans ma chambre d'hôtel et je sécurise. Je pense que c'était une erreur de faire ça. Donc, en Malaisie, j'ai pas fait ça. Pendant les 10 jours, tous les jours, je m'exposais. Bah, pas n'importe comment, bien sûr, mais j'étais dehors à essayer de m'acclimater. Et c'est vrai que j'ai moins subi la chaleur. Donc, dans la prépa, j'ai pas pu le faire parce que j'étais en Bretagne, mais je suis allé 10 jours avant et volontairement, j'allais courir quand il faisait chaud, rouler quand il faisait chaud, nager, enfin voilà, essayer de m'acclimater au plus vite là-dessus. Et surtout, dès que l'entraînement était fini, pas m'isoler dans la chambre d'hôtel, mais rester s'acclimater tout simplement à la météo de là-bas. Ok, parce que ta stratégie du coup à Hawaï, c'était je m'enferme dans la chambre d'hôtel avec de l'airco pour être sûr de pas prendre un coup de soleil, de pas me fatiguer, de bien me reposer au maximum, quoi. Au début, ça a été ça. Après, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le bon. Après, la différence d'Hawaï, c'est qu'on a passé l'été ici déjà. Donc, c'est en octobre, tu vois, on a quand même eu l'été ici. En général, l'été, ça se passe pas trop mal. Donc, ton corps a été quand même un petit peu habitué tout l'été à s'entraîner sous la chaleur. Donc, tu arrives en octobre à Hawaï, tu t'en sors pas si mal. Mais la Malaisie, en février, oui, c'était un peu chaud. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Tu mentionnais à l'instant justement les techniques de la salle de bain. C'est vrai que c'est des trucs qu'on voit. Il y a des athlètes effectivement qui soit te font couler de l'eau très chaude pour en fait faire de la vapeur, faire un peu comme une espèce de hammam dans la salle de bain et puis mettre le home trainer et s'entraîner comme ça, quoi. Il y en a qui font des trucs aussi dans des séances dans des saunas par exemple où ils vont faire monter un peu la fréquence cardiaque, donc je sais pas, faire des séances de renforcement musculaire dans un sauna à 80 degrés, genre de truc. Bon, c'est pas forcément ce que je conseille à tout le monde, mais je sais que voilà, ça fait partie des stratégies pour préparer. Ouais, et tu le ressens, hein. Moi, j'avais des indicateurs, hein, des chiffres tout cons, hein, mais tu cours à 15 à l'heure ici en Bretagne, je suis à 150 pulsations. Tu arrives à Hawaï, tu cours à 15 à l'heure, tu es à 170 pulses au départ. Parce que la chaleur et tout ça. Donc, après, si tu arrives je sais pas, une semaine avant, tu vois que chaque jour, ça commence à se reconnecter à peu près où il faut, quoi. Mais oui. Et après, c'est tout con. Plus tu vas habituer ton corps à travailler ce qu'il va rencontrer en course, plus il va bien réagir. Il faut pouvoir reproduire ça, quoi. Alors, il y a une adaptation au niveau du climat, au niveau de la météo, c'est une chose. Il y a aussi une adaptation au niveau du décalage horaire. Autant quand tu vas vers l'ouest, c'est un peu plus facile. Quand tu vas vers l'est, c'est en général un peu plus délicat. Comment tu faisais pour gérer ça? Tu prenais systématiquement 10 jours avant, c'est ça? Ouais, à peu près à Hawaï. Financièrement, c'était compliqué. J'arrivais 8 jours avant, mais ça allait. 8 jours avant, ça passait pour Hawaï. En gros, la course était le samedi, t'arrivais le vendredi d'avant. Tu voyais qu'à partir du mardi, mercredi, ça commençait la façon dont tu te réveilles le matin, etc. La Malaisie, comme je t'ai dit 10 jours avant, j'avais vachement plus le temps de me caler, par contre. Ouais, enfin, ce qu'on dit en général, c'est que tu as besoin de un jour d'acclimatation pour chaque heure de décalage. Et je disais justement que c'était plus facile vers l'ouest parce que tout simplement, t'es un peu plus fatigué le soir. Mais bon, tu te réveilles tôt le matin et donc il n'y a pas de souci. Par contre, dans l'autre sens, t'arrives pas à dormir le soir et du coup, t'arrives pas à te lever non plus le matin. Donc ça, c'est un petit peu l'horreur. Quand on parle d'Hawaï, entre la France et Hawaï, il y a combien d'heures de décalage? Parce que du coup, est-ce que c'est vers l'est ou vers l'ouest? On sait pas trop, c'est un peu des deux. C'est au milieu, hein, c'est ça, ouais. T'es à 12 heures tout pile, ok. Bon, donc du coup, effectivement, dans ce cas-là, voilà, il n'y a pas de... c'est peut-être plus facile pour s'adapter, en fait. Parce que si t'es à 12 heures, t'inverses le jour et la nuit, mais t'es pile poil, c'est peut-être un peu plus facile. 12 heures, je crois qu'il y a rien de pire. Non, mais après, je me rappelle à la Malaisie, c'est vrai que ce que tu disais, c'est vrai qu'en Malaisie, le matin, je me donnais un coup de pied au cul pour me lever, hein. Je me forçais, je boostais un peu l'organisme parce qu'autrement tu dors jusqu'à midi, hein, ou 1 heure. Ah ouais, non, mais c'est clair, il faut que tu le forces un petit peu, mais bon, en même temps, t'as un peu ton horloge biologique qui continue, et pendant quelques jours, effectivement, c'est vrai que c'est un peu délicat. Après, il y a des techniques, hein. Bon, forcément, se lever un peu plus tôt, c'est une chose, mais il y a aussi d'autres trucs. Par exemple, avant le départ, commencer justement à changer déjà un petit peu son rythme, et donc essayer d'aller se coucher un peu plus tôt ou un peu plus tard, donc déjà commencer à forcer un petit peu là-dessus. Et alors, il y a aussi tout ce qui est exposition à la lumière, en fait.
Donc, par exemple, je sais pas, t'es en plein été, il fait jour jusqu'à 22 heures. Bah, t'essayes de t'enfermer dans ta chambre, je sais pas, à 7-8 heures et d'être vraiment dans le noir complet. Et ça va te permettre déjà de t'acclimater davantage. Et idem pour le matin. Il y a des lumières spéciales aussi qui permettent de stimuler un petit peu la lumière du jour, etc. Donc voilà, il y a moyen de jouer aussi avec ça. Parce qu'en fait, la lumière qui a un effet directement sur notre peau et sur la sécrétion de dopamine qui est l'hormone du sommeil. Donc, qu'est-ce que je raconte? De mélatonine, pardon. La mélatonine, moi j'aurais dit. Je suis fatigué, tu vois, en parlant de sommeil. Parlant de sommeil, tu peux fermer tes volets et aller te coucher. Voilà, exactement. Mais donc, donc effectivement, la lumière a un impact direct sur la mélatonine et donc potentiellement c'est ça qui fait que tu vas t'endormir ou pas. Donc voilà, ça fait partie effectivement des techniques qu'on peut adapter. Voilà. On a mentionné quelques-unes de tes courses rapidement, mais si on revenait un petit peu sur ton palmarès. Ouais. Bon, tu nous as dit ça commence à Pau, ok. Là, t'as gagné. Vas-y, tu veux que je te dise un peu comment vous voulez? Bah vas-y, balance. Alors 99 en mai, je gagne Pau, donc qualificatif au championnat du monde. Après, je vais donc cette même année en 99, en juillet, les championnats du monde ont lieu en Suède, où je dois faire 16e. Donc, attends, quand tu dis championnat du monde, tu parles des championnats du monde ITU longue distance. Voilà, avec l'équipe de face. C'était en Suède. Du style, ça devait être 4, 120 et 30. Donc là, je fais 16e. Donc, je gagne Pau, je fais 16e là. Après, je fais plusieurs courses dans la saison. Et ensuite, je fais le triathlon de Nice, mais pas Ironman. À l'époque, c'était la distance de Nice. Et donc là, je fais 4e de cette course-là. Devant, c'est Christophe Mort qui gagne, un Suisse, Reinhard Müller, un Allemand. Et 3e, c'était Van Leer, mais pas celui de dernier. Enfin, Luc. Voilà. Et donc, si tu veux, moi, là, dans cette course-là, ça a fait bizarre parce que je me retrouve à vélo avec ces 3 gars. Que d'habitude je voyais plus à la télé ou sur les bouquins, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on est partis à vélo tous les 4 et on posait vélo tous les 4 devant. Reinhard Müller est mort, nous lâche assez vite à pied. Et moi, je me suis tiré avec Luc Van Leer de tout du long pendant les 30 bornes. Mais j'ai fait 4 parce que à la fin, ça l'a pas fait, quoi. Voilà. Donc ça c'était vraiment là. Du coup, tu fais 4 à Nice. Tu fais 16 au championnat du monde, bon voilà, ça reste, tu gagnes à Pau, t'es hyper motivé et donc après ça a enclenché sur 2002. Attends, parce que je reviens sur Nice, vous sortez de l'eau à 4? Non, je sors de l'eau, alors comment c'est? Je pense que devant il doit y avoir Gaël Ménard, nous on était un petit peu derrière et je dois revenir sur Van Leer dans le col de Vence. Et avec Reinhard Müller doit être pas loin avec nous aussi. Et Christophe Mort revient après de l'arrière et il lance une impulsion qui fait tout péter dans le pack qu'on était. Et on part tous les 4. Voilà. Attends, tu parles du pack parce qu'à l'époque, le drafting était autorisé sur le long ou un pack avec 10 mètres de distance? Voilà, c'est quand je dis le pack, même sur longue distance, même si on n'a pas de rouler en peloton, hein, c'est ça aussi qui m'a un peu poussé à aller vers le longue distance. Si t'es pas assez bon nageur, vous voyez bien, les Coupes du Monde, c'est en paquet, voilà, c'est drafting. Donc, sur le long, c'est vrai que tu roules toujours ensemble. Mais quand même, sur Ironman ou même les distances longues, sans drafting, de sortir quand même au contact, d'avoir les points de mire, ça aide énormément. Même si tu ne draftes pas, ça aide, quoi. Donc, c'était super important de bien nager quand même si c'est du longue distance. Mais donc, du coup, vous partez à 4 et puis là, c'est jusqu'au bout, quoi. Ouais, jusqu'au bout, ça roule pleine balle jusqu'au bout. Mais moi, je devais être dans un bon jour parce que je ne subis pas trop. Après, je me dis, fais pas trop le kéké parce que de toute façon, ils ont de l'expérience. Donc, moi, je me suis mis un peu... je regardais, quoi. Ouais. À cette époque-là, t'avais quel âge? Donc c'était 7 ans après, t'avais 26 ans, c'est ça? 26, ouais. Ok, d'accord. Et parce que 26 ans sur du long, c'est quand même jeune. À l'époque, c'était un peu exceptionnel parce que maintenant, c'est plus trop. Maintenant, on en parlait encore dernièrement. Les triathlètes commencent jeunes, mais à l'époque, 26 ans être déjà sur du long, c'était un peu exceptionnel, non? Enfin, le podium, par exemple, c'est quoi la moyenne d'âge? Ils avaient quel âge? Luc Van ils avaient une trentaine d'années, je pense. Luc Van Leer, il a moins 3-4 ans de plus que moi, lui, il doit être 69-70, je pense. Ouais, je sais pas, il faudrait vérifier. Ouais. Mais bon, après, si tu regardes aussi tes capacités, tu te rends compte qu'il y a du drafting, donc t'es foutu, tu nages pas assez fort, donc il vaut mieux aller vers le long. Moi, je fais ma première course à Pau. Moi, je sais pas si je vais vraiment m'orienter long. Je gagne à Pau, donc tu te dis, tout compte fait, le long me correspond bien. Et c'est vrai qu'après, en analysant derrière, moi, j'ai de la vitesse, mais jamais eu de la super vitesse. Par contre, j'ai des temps de soutien, une capacité à résister
à l'effort qui fait que ça me convient mieux de longue distance, quoi. Voilà. Donc après, comme vous dites, on commence de plus en plus jeune, mais je pense que c'est une histoire. On a des idées préconçues. Voilà, le long, tu peux être qu'à 30 balais et tout ça. Et puis si le mec a 22 ans, il a un potentiel, surtout l'envie de le faire et le plaisir. S'il faut pas que ça soit, pourquoi pas. Après, bien sûr, t'es pas à l'abri d'une blessure ou des choses comme ça. Faut rester prudent là-dessus. Mais bon, si à 22 ans, tu es performant déjà sur le long et tu as vraiment l'envie de le faire et que c'est ton trip, vas-y. Hein. Oui, non, on l'a vu. On est quelques invités dans le podcast. Je pense notamment à Sam Laidlaw, à Léon Chevalier, à Julie Yemolo, qui sont tous très jeunes en fait et qui cartonnent. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ok, mais donc du coup, on t'a coupé. Après Nice, qu'est-ce qui se passe? Donc après Nice, on est en 2000, donc toujours équipe de France. Et là, les championnats du monde sont à Nice. Donc c'est quand même le gros truc. Pour les Français, il y a un peu de pression quand même. Voilà, et du coup, je me foire. C'est facile, tu vois, de gagner, c'est bien. Tu gagnes une fois, mais on te demande toujours qu'il faut concrétiser tout ça. Et après, en 2000, un peu de pression, etc., ça se passe pas bien. Je crois que je fais 13, il me semble. 13 ou abandon. Parce qu'il y a eu Nice aussi en 2002 où j'abandonne, où je fais 13. Enfin, je sais plus dans quel sens c'est. Mais ça se passe pas comme il faut. Donc, du coup, carrément déçu. Ça devait être en juin. Du coup, je pars faire les Coupes d'Europe. Parce que il y avait les Coupes d'Europe à l'époque avec Didier Enaf, qui organisait, si je ne me trompe pas, c'était lui qui organisait ça. Donc, Coupe d'Europe, c'était quoi? C'était plusieurs courses dans la saison en Europe, avec des systèmes de points et avec une finale qui avait lieu en 2000 en Turquie. Donc, je pars sur les Coupes d'Europe où là, il y a un mixage entre du court et de l'Alf. Donc, concrètement, c'est beaucoup des M, mais il y avait aussi un Alpha Ironman à Gérardmer, etc. Donc, je pars sur cette Coupe d'Europe en 2000 et là, je finis à l'arrivée de la saison, je fais 5e de cette Coupe d'Europe. Donc, ça me rebooste quand même pas mal. Je me dis, voilà, je me suis raté à Nice, mais pas complètement. Et ensuite, là, c'est 2000 plus les courses en Bretagne. 2000 en France, pardon. En 2001, championnat du monde. Ce coup-ci, ça doit être au Danemark sur Ironman. ITU, mais qui avait mis sur Ironman cette fois-ci, où je dois faire 9e. Ouais, ils avaient changé. L'organisateur a décidé que c'était un Ironman, donc c'était un Ironman. Où je fais, donc en 2001, je fais 9e au championnat du monde, mais sur la distance Ironman. Et là, c'était mon premier Ironman. Donc, c'était la découverte. Voilà, 2001, après des courses plus en France, mais rien de trop au niveau international. En 2002, de retour les championnats du monde à Nice, où je me foire aussi, donc abandon au 13e, je ne sais plus dans quel ordre. Et 2002, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis parti en Nouvelle-Zélande de janvier en avril. Donc, janvier en avril, en 2002, je suis en Nouvelle-Zélande, où je fais l'Ironman de Nouvelle-Zélande, où je fais 6e, et en faisant 6e, je prends mon slot pour Hawaï. Là, il y avait pas mal de places. Donc, maintenant, c'est revenu à ça chez les pros, mais à un moment donné, les pros, ils avaient des systèmes de KPR, et de retour, il me semble qu'ils sont revenus sur le système de places. C'est-à-dire, tu vas sur un Ironman, il y a 3 places chez les pros hommes, par exemple. Et donc, en Nouvelle-Zélande, je fais 6, je me qualifie pour Hawaï. Je reviens en France, je fais une saison pas top. Je pense que le fait de courir beaucoup, d'être en Nouvelle-Zélande, avoir fait l'Ironman là-bas, plus d'autres courses là-bas, je suis revenu ici fatigué, donc je fais une saison pas terrible. Et là, je vais à Hawaï mon premier Hawaï, il a lieu en 2002, où là, je fais 14e et 2e français. C'est François Chabot qui fait 6 et moi, je fais 14. Donc là, je me dis, je sauve quand même pas mal ma saison. Je me suis foiré en France, mais j'ai fait 6 à l'Ironman de Nouvelle-Zélande et je fais 14 à Hawaï. Et donc voilà, ça continue. Et 2003, il y a un deuxième déclic dans ma carrière. Je fais les championnats du monde à Ibiza, donc ITU, et là je fais 3e. Donc je fais médaille de bronze au championnat du monde ITU à Ibiza en 2003. Donc là du coup, ça te réconforte, quoi. Tu dis ça y est, je suis en équipe de France, mais là ça concrétise encore plus le truc, quoi. Donc 2003, 2003 pas de bol justement. 2003, je fais Ibiza en mai. Parallèlement, je faisais de la D1 aussi avec Gréoux-les-Bains à l'époque. Et en revenant d'une manche de D1 à Marseille, je fais un Marseille-Nantes et je prends un crash d'avion entre Nantes et Brest. Donc j'ai eu un accident d'avion en juin 2003. Donc l'accident d'avion, j'ai une vertèbre fracturée et il y a eu plusieurs bilans. Donc certains, tu feras plus de sport, etc., etc. Donc en gros, de juin, après il y a de la rééducation, plein de choses qui se passent. Je devais être plâtré pendant 3 mois. J'ai refusé d'être plâtré parce que si vous me plâtrez, je vais tout perdre au niveau musculaire. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin, Vincent Detaille, qui est sur Lorient. C'est un centre de rééducation qui s'appelle Kerpap. Ils m'ont fait rentrer à Kerpap. Et là, ils m'ont assez vite, ils m'ont montré ce que je pouvais faire et pas faire.
Et en vérité, 3 mois et demi après, je refaisais Hawaï. Parce que je m'étais donc, 2000, si vous voulez, à l'époque, quand tu faisais dans les 15 à Hawaï, tu étais automatiquement qualifié directement sur l'Hawaï suivant. Donc, en 2002, où je fais 14, j'avais déjà ma qualif à Hawaï en 2003. Donc, malgré Ibiza, malgré l'accident d'avion et les 2 mois d'été où j'ai pas couru parce que j'étais en rééducation, quand fin août, début septembre, ils font mes radios de contrôle, ils me disent ta vertèbre est stabilisée, bah là, j'ai mis un gros coup d'accélérateur et je me suis entraîné costaud avec de la haine, quoi, et la niaque. Sur tout septembre, et je vais à Hawaï et là je fais 14e de retour et premier français. Incroyable. Et ça a tenu du coup. Enfin, je veux dire, t'as fait 2 mois de pause sans bouger et puis t'as repris à bloc et ça a été. Alors sans bouger, parce que dans la rééducation, Vincent, le médecin plus la kiné m'ont expliqué ce que je pouvais faire ou pas faire. Par exemple, concrètement, tout seul, j'aurais jamais eu l'idée d'aller courir 3 semaines après une vertèbre fracturée. Et eux, ils m'ont fait courir 3 semaines après. Mais quand je dis courir, c'était tout doucement. Après, c'était quoi. Ouais. Elle avait vu aussi que j'avais une foulée qui était assez légère et qui tapait pas trop. Il y a plein de choses comme ça aussi. Le vélo, on pouvait, etc. La natation, tout doucement. Et puis, de fil en aiguille, moi, je connaissais mes limites parce qu'ils me les avaient expliquées. Moi, je les ressentais aussi. Et du coup, après, ma rééducation, elle s'est faite par les 3 sports, donc en s'entraînant. Donc, en juillet, août, je m'entraînais quand même, mais c'était pas doucement. Et surtout, ma vertèbre, tout ce qui était en dessous de la vertèbre, ça se contractait vachement vite. Donc, des fois, je descendais du vélo, j'étais courbé parce que mon dos il avait son truc, il avait ce problème-là. Attends, et parce que tu t'es fracturé une vertèbre, c'est situé à quelle hauteur enfin, tu plâtres comment? C'était celle, alors, je sais même plus laquelle c'est en bas du dos, une des dernières, c'était. Et donc, tu peux plâtrer, le dos enfin, ça se passe comment? Si j'avais été plâtré, il m'aurait vu comme un grand corsaire, quoi. Il t'aurait complètement, il t'aurait complètement verrouillé. Ok, je savais même pas que ça existait, tu vois. J'apprends quelque chose. Tu dois peut-être le faire en matière solide ou plastique solide, mais c'était pour tout verrouiller le corps. Et moi, je voulais pas ça parce que je savais que les muscles allaient fondre. Donc, du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Vincent qui m'a un peu orienté différemment, quoi. Oui, parce que du coup, eux, ils voulaient te mettre un plâtre pendant 3 mois, c'est ça? Ouais. Et toi, en fait, 3 mois et demi après, t'avais Hawaï, quoi. Ouais. Ok, incroyable. Attends, et t'as dit que t'avais fait un accident en avion. C'est quoi? T'étais dans un avion et l'avion s'est crashé. Enfin, il s'est passé quoi? Ouais. L'avion, si tu veux, c'était un vol Nantes-Brest. Et on sait pas trop. Enfin, après, est-ce que c'est une erreur du pilote, un malaise du pilote? En tout état de cause, quand on est arrivé sur Brest, on était en retard. Donc, on est arrivé vers 11h30, minuit. Et puis, les nuages étaient très bas. On voyait pas grand-chose. Il faisait mauvais. Ça bougeait beaucoup. Et à un moment donné, tu sais pas, tu es dans l'avion. L'avion, tu tapes au sol. Mais moi, je pensais qu'on s'était raté sur la piste d'atterrissage. Mais en vérité, non. Je l'ai su après, bien sûr. On a atterri dans un champ. Donc, si vous voulez, le copilote a remis les gaz et redressé l'avion au dernier moment et on a tapé dans un champ. Et là, l'avion, il a glissé, ses ailes ont été arrachées par un pylône de 20 000 volts, par des armes. En gros, il restait plus les ailes, il restait plus le cockpit non plus de l'avion. Il restait plus que le tronc de l'avion, si on peut dire. Et là, il y a des flammes dans l'avion. Donc, du coup, moi, j'arrache une porte de sécu sur le côté et là, j'ai un retour de flamme parce que ça cramait, quoi, en vérité. Donc après, tu commences un peu le plastique qui brûle, ça devenait chaud patate. Donc après, là, tu te dis, moi, ça m'a traversé l'esprit, j'attends pas, je saute dans les flammes, on verra bien, peut-être en passant en vite, ça passera. Et heureusement, la porte avant droite s'est arrachée, donc on a pu tous sortir par la porte avant droite de l'avion et se sécuriser derrière un talus au cas où ça explose ou voilà, quoi. Ouais. Ouais, du coup, tu revenais d'Ibiza, j'imagine que ton vélo, il est parti en feu. Ouais, donc là, je revenais d'une manche à Marseille, ouais, mais tout a cramé dans la soupe. C'est ouf, ce truc. Donc, on a un survivant de crash d'avion. Non, mais c'est dingue. C'est le genre de truc que tu imagines toujours, tu sais, que tu vois dans les films ou quoi, mais ouais. C'est quand même pas courant, tu vois. J'ai eu un accident à vélo. Bon, ça, en général, il y en a beaucoup. Accident en voiture, c'est aussi malheureusement courant. Mais putain, un accident en avion, c'est quand même spécial, quoi. Ouais. Non, mais si vous regardez Nico Gel, un gars qui bosse à Stade 2, si vous regardez Stade 2 avec mon nom, vous verrez, il m'avait fait un reportage, Nicolas Gel, à l'époque. Et donc, tout le monde sort de l'avion, sain et sauf. Enfin, je veux dire, sain et sauf, non, pas tout à fait, mais... Le pilote est mort, le copilote, il est pas mal amoché, parce que le cockpit de l'avion a été un peu broyé. Parce que c'est eux qui ont pris en premier, quoi. C'est la tête de l'avion. Ouais, voilà. Waouh. Et donc, nous, en gros, beaucoup d'entre nous, c'était ça, des fractures de vertèbres, des choses comme ça. Ouais. Parce que du coup, tu sens que, tu touches, donc l'avion touche,
le seul. Et donc toi, tu crois qu'on est tu crois que t'es sur la piste d'atterrissage, quoi, à ce moment-là. Tu dis on est en train d'atterrir. Tu regardes dehors, tu vois les champs. Ouais, bah tu vois même pas, tu vois les flammes surtout et il fait nuit, donc tu vois en vérité que les flammes. Ouais. Bah, ça, Waouh. entre le moment où on a atterri et on s'est arrêté, ça a dû durer peut-être 2-3 secondes, quoi. Enfin, Ah ouais, ça a été assez net, quoi. Ouais. Et j'imagine que sur le coup, avec l'adrénaline, t'es complètement contracté, donc tu sens pas la douleur. Par contre, après, quand ça refroidit, c'est là que tu commences à sentir la douleur et à réaliser. Et peut-être une fois que t'es transporté aux urgences, si t'étais encore conscient, que tu dis mais merde, ma vie de sportif, qu'est-ce que je vais faire? Bah ouais. C'est alors après, ils ont eu du mal à nous localiser, même l'endroit où on était, parce que bah t'as un accident de nuit, on t'appelle les secours, mais t'es où? Tu sais pas où t'es en vérité. Après, moi ils m'ont laissé rentrer chez moi. Ça, c'est pas très top, mais Pas mal. c'est le lendemain. Si tu veux, mon père m'amène aux urgences près de chez moi là, et c'est là qu'ils ont vu que la vertèbre était fracturée. Donc, elle aurait pu le truc où j'ai les boules, elle aurait pu reculer pendant la nuit ou le lendemain en faisant quelque chose, quoi. Et donc c'est après que tu réalises, etc. Ouais. Et puis voilà. Après, bah, t'es secoué sur le moment. Bon, certains te disent que tu pourras plus faire comme avant, etc. Et puis après, ben ça évolue. Tu rentres à Carpap, tu vois où tu peux aller. Et puis bah après, t'as ton caractère ou pas, quoi. Voilà. Ah, ok, impressionnant. Bon, on s'écarte un peu du triathlon, mais bon, voilà, des anecdotes comme ça, c'est pas tous les jours. Donc, et tu reprends l'avion depuis? Bah, donc 3 mois et demi après, je vais à Hawaï. Ah oui, tu vas, ouais, t'es pas allé en bateau, quoi. Bon, remarque, en agence, ça aurait pu être un bon entraînement, mais ça fait loin quand même. Et attends, ouais, parce que tu pars à Hawaï, du coup, et t'es remonté dans l'avion sans trop te prendre la tête avec ça, ou tu avais quand même un bon petit flip Gros flip, hein, j'avais les mains trempées. Si tu veux, en plus, je faisais du style, ça devait être un Lorient. Je devais aller, parce qu'on passait par Hannes Hawaii Tour, donc c'est l'Allemand qui organise les voyages sur Hawaï. On devait faire du style Lorient, Francfort ou un truc comme ça. Francfort, San Francisco, je crois, et après San Francisco, Kona. Donc, tu as le temps de faire des... Donc, moi, si tu veux, en l'air, ça me faisait pas trop flipper, mais c'est plus le décollage et l'atterrissage où là, maintenant, quand j'atterris, même maintenant, j'ai besoin de voir le sol. Ça changera rien hein, s'il y a un pet, mais j'ai besoin de voir le sol. Et donc, oui, tu flippes. Ouais. Non, mais je comprends, parce que souvent, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une espèce de peur irrationnelle de l'avion, parce qu'au final, tu te dis, il y a moins de chances de faire un accident en avion qu'en voiture, donc en fait ça sert à rien de flipper quand tu prends l'avion, et pourtant tu vois des gens qui sont là en train de prier à l'atterrissage, au décollage, etc. Enfin qui ont vraiment un gros flip avec ça. Mais toi pour le coup c'était justifié quoi. Ouais, là c'est justifié quand même. Après, ouais, comme tu dis, la probabilité elle est quand même, c'est pas de bol. Hein. Je me dis ça y est, j'ai fait ma part. Ouais. Après, oui, ça t'arrivera pas une deuxième fois, quoi. Je te le souhaite, en tout cas. Puis, statistiquement, en plus, quand t'as un pet, en général, tu t'en sors moins bien en avion qu'en voiture. Donc, statistiquement aussi, tu vois pas forcément arriver. Là, vous avez eu du bol. Mais imagine, ça aurait été 50 km/h plus vite, vous auriez tapé le sol plus vite, tu t'en serais même pas rendu compte, en fait. Bah non, et puis le copilote, surtout ces copilotes avaient pas remis les gaz et ces derniers moments, là, on plantait net. Ok, mais donc du coup, deuxième Hawaï, deuxième championnat, tu fais 14e. Alors que tu reviens de blessure, c'est quand même costaud. Ouais, et où j'étais costaud. Alors, vélo, Hawaï, c'est pas un profil vélo qui me correspond complètement. Hein. Je suis quand même assez light. Mais ça allait. Par contre, je fais un bon marathon. Parce que maintenant, c'est vrai que beaucoup de gens sont autour des 2,50. Mais à mon époque, entre guillemets, là, je fais 2,52 sur le marathon d'Hawaï. Donc, j'ai remonté pas mal de monde à pied. Et là, donc, je dois faire 2 ou 3e temps à pied et 14e. Ouais. Donc là, et encore, je fais 14e. J'ai 2 gros regrets dans ma carrière, dont celui-là, parce que j'ai pris une pénalité qui n'était pas justifiée. J'étais concentré. Il y a un mec qui s'est rabattu devant moi et il y avait juste un arbitre qui m'a mis 4 minutes de pénalité. Mais sans ça, je faisais 9 cette année-là. Donc c'est un des 2 trucs qui m'a voilà, c'est un peu chier parce que top 10 à Hawaï, c'est quand même mieux que 14. et l'autre, pendant qu'on y est, avant qu'on continue tout le palmarès, mais l'autre regret que tu as dans ta carrière, c'était quoi? C'est le championnat du monde ITU, aussi au Danemark, de retour. On a été 2 fois au Danemark. Beaucoup de monde sur la course, 3 tours de 10 bornes à pied, donc il y avait 4, 120 et 30. Donc 3 tours de 10 bornes. Beaucoup de monde, des pointages assez réguliers, des gars qu'on connaissait sur le bord de la route. Et au dernier tour, tout le monde va à l'arrivée, donc plus de pointage. Et beaucoup de public et on doublait les retardataires. Donc, je savais que j'étais 3e, mais je ne savais pas trop dans la course. Et ligne droite, on court. Et à un moment donné, on tourne à gauche et grande ligne droite. Et en vérité, le 1 et 2 étaient à 16 secondes devant moi. Le deuxième était à 16 secondes. Alors que, honnêtement, je sais ça 2-3 bornes avant, je rentre.
Ouais. Je sais pas. Et du coup, je les vois là comme un con, quoi. Donc, je finis à 17 secondes de la gagne, à 8 ou 9 secondes de la deuxième place et je fais troisième. Ouais, mais il me semblait qu'en triathlon, on n'avait pas le droit au pointage, on n'avait pas le droit au coaching, à l'assistance. Et ben, non, je sais pas. Il n'y a pas le droit. Si, il y a avoir le staff sur le bord de la route qui donne les pointages, pas en suivant, mais en point fixe. Ouais. Donc 2002, belle perf à Hawaï. Qu'est-ce qui se passe après en dehors de ces championnats du monde au Danemark? Est-ce que ça donne un bon gros coup de boost à ta carrière et puis tu fais tout péter ou est-ce qu'au contraire après tu vas stagner un petit peu? 2003, donc Ibiza, je fais 3. Je fais donc 14e à Hawaï. 2004, je continue les mondes ITU où je fais 4e. Je rate cette fois-ci la 3e place de pas grand-chose. Et puis, je continue à faire des plages. Je gagne la Life Ironman de UK. Qui était qualificatif pour Hawaï. Donc, c'est pour ça qu'en 2004, j'ai ma qualif à Hawaï parce que je fais l'Ironman UK, mais ce coup-ci à l'arrache au dernier moment, en mois d'août. Et Stalf Ironman était qualificatif pour un Ironman. C'est un peu bizarre, mais c'était ça. Ouais, à cette époque-là, il y avait des trucs on comprenait pas trop. Ouais, voilà. Donc, du coup, je prends ma qualif à Hawaï. Donc là, j'abandonne à Hawaï en 2004. 2005, je continue mon protocole. Championnat. Attends, excuse-moi, je t'interromps, mais qu'est-ce qui fait que tu abandonnes à Hawaï, du coup? Mal au dos. J'avais mal au dos. Autant peut-être en 2003, j'étais dans, je sais pas, un gros état de fraîcheur, ça c'est sûr, une grosse envie. En 2004, toujours pareil que ce qu'on disait suite à Nice en 2000, tu vois, l'envie de, t'as envie de faire encore mieux que 14. Donc, tu te livres peut-être un peu plus et tu te rates, quoi. Ouais, donc t'as pris un peu plus de risques et c'était un peu trop, quoi. Ouais, et ça passe pas en 2004. 2005, du monde au Danemark, ce que je vous ai cité tout à l'heure, où je fais 3e à 17 secondes de la gagne. Et pareil, après, je fais un peu les circuits Ironman aussi. 2006, qu'est-ce que je fais en 2006? Je fais championnat du monde en Australie, je me rate. Par contre, ITU, là, ça passe pas. Par contre, 2006, je commence sur Embrun. C'était ma première course sur l'Ironman d'Embrun en 2006, où là, je fais tout le vélo en tête. Je pose avec 5 ou 6 minutes et je coince au marathon. Mais c'était mon premier Embrun. Bon, j'étais quand même vachement content. Ouais, poser le vélo en tête. Bon, après, à Embrun, il y a le marathon trail, mais poser le vélo en tête à Embrun, c'est déjà une belle perf. Ouais, si, j'étais vraiment en forme. Après, ce qui se passe vers 2006, donc tu vois, vers les 5, 6, 7 dernières années, j'avais commencé à avoir quand même des soucis digestifs, des soucis en course de ventre. C'est-à-dire, j'avais du mal à m'alimenter, il y a des choses qui collaient pas. Je me suis même retrouvé des journées entières dans mon lit avec un mal de ventre. J'ai fait des examens, on n'a jamais rien trouvé. Et en arrêtant ma carrière, il s'est avéré que ça a disparu. C'est un mixage, je pense, de plein de choses, c'est-à-dire le stress, l'agression de l'entraînement sur ton ventre tout le temps. Les boissons, les gels énergétiques, les barres énergétiques, toutes ces choses-là. Et je pense que tout ça, mon corps, à un moment donné, vers 2005-2006, il a dû se dire stop. Sur certaines courses, ça passait, sur d'autres, ça passait pas. Et c'est vrai qu'en Embrun, c'est vrai que beaucoup ont dit, ouais, t'as fait le fou à vélo, mais moi, j'ai pas eu le ressenti d'avoir fait le fou à vélo. Mais j'ai pas pu manger. J'ai fait un marathon avec du coca et de l'eau. J'ai pas pu manger. Donc, effectivement, à pied, ça a calé dur, quoi. Et donc 2006, je rate les championnats du monde ITU qui étaient en Australie. Par contre, je mets le pied sur Embrun et puis je fais d'autres courses par ici correctes. J'ai plus tout en tête, mais je fais des courses par ici correctes. 2007, c'était une grosse année. C'est les championnats du monde ITU, mais à Lorient, donc à 40 bandes de chez moi. J'y étais. Je pense que je t'ai vu, mais de très, 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 très loin. Tu courais? Ouais, je courais, mais j'étais en open, j'étais pas en pro, mais j'y étais. Ouais, là, donc tu as vu ces championnats du monde-là. Donc là, du coup, c'était la distance plus un half, c'était 3, 80 et 20. Et là, je fais deuxième. Donc, Julien Loy, un Français qui gagne, et moi, je fais deuxième sur les championnats du monde. Donc, pareil, grosse pression parce que c'est sur place, mais ça se passe bien. Avec ça, ça, c'était début juillet, quelque chose comme ça. Toujours envie d'aller en Embrun. On rebondit sur Embrun, mais à vouloir remettre trop d'entraînement après les championnats du monde, c'était quand même une distance qui allait durer, une course qui allait durer 3h30, 3h45. Donc, c'était une prépa quand même où il y avait une base de vitesse qui allait bien. Moi, je me suis dit, je vais essayer de rattraper, il faut que je remette du volume avant Embrun, et puis je me rate en Embrun complètement. Donc, abandon en Embrun en 2007. Après 2008, je fais pas les championnats du monde ITU. Par contre, je fais Embrun que je gagne grâce à la pluie. Il faisait un temps de merde.
Donc, je gagne en brun en 2008 et je dois faire troisième au championnat d'Europe qui avait lieu à Gérardmer en ITU ce coup-ci. Okay. Et puis après, en 2010, ça commençait, tu vois, à être plus compliqué et tu sens que ton corps, autant avant, tu vas t'entraîner, tu rajoutes du vélo, autant là, tu as tendance à diminuer un peu et tu sens que tu arrives en bout de course, quoi. Ouais, en fait, bon, s'il y a une leçon finalement qu'il faut tirer de tout ça, c'est que faut éviter le surentraînement, quoi. Je veux dire, c'est a priori, c'est quelque chose qui t'est arrivé à plusieurs reprises, c'est que t'es arrivé un peu cramé sur les compétitions, et je crois que c'est un truc que pas mal de triathlètes font justement, donc ça vaut peut-être la peine de le souligner, c'est que souvent, t'as beaucoup de gens qui arrivent complètement cramés sur les compètes, quoi. Bah, c'est ça, c'est soit, j'ai oublié juste un truc, en 2007, je gagne la Malaisie aussi, avant de faire 2 à Lorient. Non, mais ça, c'est le problème, c'est que moi, je me suis beaucoup entraîné tout seul. Tes parents ont beau te dire, t'en fais trop. Ah, donc t'avais pas de coach? Non, je me suis quasiment 99% du temps entraîné tout seul, ouais. Ok, c'est dangereux, c'est quand même assez dangereux finalement de s'entraîner seul, parce que c'est vrai que t'as personne pour objectiver et enfin voilà, t'es livré à toi-même, quoi. Donc t'as beau connaître la science du sport et te renseigner tout ce que tu veux, et tu restes en fait très subjectif, quoi. Complètement. Après, j'ai quand même eu, quand il y avait les stages équipe de France, il y avait à chaque fois le DTF, l'entraîneur national, pas le DTN qui nous entraînait. J'ai vu différentes choses à droite à gauche, mais ce que tu dis, c'est complètement vrai. Tu peux pas, c'est très dur à quelqu'un qui s'entraîne tout seul de dire, voilà, aujourd'hui, t'as fait 3 semaines de charge, t'as une semaine de récup, tu divises la charge au moins par 2 et t'y vas cool. De se le dire tout seul, le faire, c'est quasiment, je pense, impossible. Enfin, voilà. Maintenant, j'entraîne les gars, c'est facile à moi de le dire. Et si la personne que t'entraînes en confiance en toi, vraiment confiance en toi, elle va le faire. Et elle, en plus, elle va être hyper sereine parce que mon coach m'a dit que c'était la récup. Je me tourne pas l'esprit, je fais ça. Mais tout seul. Non, et d'ailleurs, seul aussi, c'est très difficile. Même, moi, parfois, voilà, j'ai des sorties aux sensations. Tu vois, c'est, la consigne du coach, c'est, tu vas rouler 2h30 aux sensations. Et pour moi, les sensations, enfin, tu vois, ça veut tout et rien dire, tu vois. Donc, en fait, il suffit qu'il y ait un gars qui me dépasse, tu vois, n'importe où. Je vais avoir envie d'accélérer. Et voilà, ce sera aux sensations. Mais au final, j'aurais peut-être fait un truc beaucoup trop, tu vois, beaucoup trop intensif par rapport à ce que j'aurais dû faire. Donc, c'est toujours un peu difficile. Et puis, voilà, peut-être que t'es en forme, mais t'es quand même censé te récupérer et te faire une sortie cool parce que voilà, c'était au programme et parce qu'en fait, t'as 2-3 jours un peu plus hardcore qui suivent par la suite. Et donc, en fait, tu vas te cramer pour ces jours-là. Enfin, bref, donc c'est effectivement, moi, je trouve que c'est pas facile de s'entraîner seul. Mais t'as peut-être pas vu en fait le terme qu'il y avait avant la virgule de au feeling, c'était le sans intensité. C'est peut-être ça que t'avais pas vu dans ton plan. Non, en l'occurrence, c'était juste sensation. Mais dans la semaine de récup, parce que je pense que quand tu entraînes quelqu'un avec un plan d'entraînement bien détaillé, il faut quand même garder les potes et garder le côté feeling et de temps en temps. Oui. Non, mais je suis entièrement d'accord. Et en fait, heureusement que je les ai parce que c'est le côté. Justement, en fait, c'est pouvoir rouler sans devoir regarder ta data et te dire merde, je suis à autant de watts, faut que je repousse encore un petit peu, je suis trop lent, machin. Et c'est important aussi parce que pour la charge mentale, je trouve, il faut pouvoir aussi rouler comme ça. Et effectivement, comme tu dis, aller rouler avec des potes ou quoi, parce qu'au final, voilà, c'est la seule manière de t'adapter un petit peu et d'avoir un peu de vie sociale pendant tes entraînements d'une certaine manière. Donc non, c'est important. Hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais par contre, c'est vrai que ouais, t'as du mal à rester objectif, quoi. Ouais. Mais tu vois, tu dis la récup. Moi, ce qui m'a servi d'exemple, de l'accident d'avion, tu t'imagines que juillet-août, donc j'ai l'accident, donc je suis en rééducation, je m'entraîne quasiment pas, alors que tu devrais être pleine balle dans la prépa pour préparer Hawaï. Et je me prépare en 5 semaines costaud. Je fais 5 grosses semaines quand les médecins me disent OK. Et je suis quand même pas mal performant à Hawaï. Donc là, tu te dis, là, ça m'a quand même servi un peu de leçon. Tu dis quand même la récup, c'est quand même hyper important parce que j'ai fort, quoi. Et donc moi, ça m'a quand même aidé pour la suite aussi par rapport à ça. Et tu vois beaucoup d'exemples de pros qui sont blessés. Je prends Warren Barguil il y a quelques années, parce qu'il est de Hennebont, il est pas loin d'ici. Il fait un super Tour de France puis il y a 5-6 ans et en vérité, il avait été blessé quelques temps avant. Mais quand tu analyses le truc, tu dis peut-être c'est grâce à cette blessure. Voilà, c'est chiant pour lui qu'il a été performant au Tour de France cette année-là. Complètement d'accord avec toi. Et alors, bon, je sais pas s'il faut dire que c'est grâce à la blessure, mais en tout cas, c'est grâce à la récupération au repos forcé qui a été causée par la blessure. Et ça, effectivement, c'est un truc je pense qu'on voit vraiment souvent.
des gars qui reviennent de blessures et qui performent. On a eu le cas sur un podcast là, récemment avec Arthur Orso qui a gagné le 70.3 de Aix-en-Provence l'année passée. Il avait eu des gros problèmes justement de santé, machin, et en fait il est revenu plus fort que jamais parce que c'est du repos forcé et parce que je pense que la majorité des triathlètes tout simplement ont tendance à être un peu surentraînés, quoi. Oh, certainement. Ouais. Donc non, c'est hyper important. Et en même temps, il y a aussi un truc qui, je pense qu'on met pas suffisamment en avant, c'est que en fait, quand tu t'entraînes, tu vas augmenter tes performances sur le court terme, mais en fait, t'inscris aussi quelque chose sur le long terme. Et en fait, moi, je sens, par exemple, parce que j'ai été blessé là à 2 reprises sur la dernière année, et donc j'ai eu ces périodes de repos forcés, et je me rends compte qu'en fait, malgré le manque d'entraînement, je sens qu'il y a quand même une bonne base qui est là. Pourquoi ? Parce que j'ai quelques années derrière moi où je me suis entraîné, où j'ai fait du volume, etc., etc. Et en fait, d'une certaine manière, tu peux te dire, en fait, je capitalise sur ce que j'ai fait dans le passé, et même si j'ai une grosse période de récup, l'entraînement, c'est aussi un truc de long terme, quoi. Moi, je le dis à tous mes gars, je dis, vous repartez jamais de la même marche. Chaque année, vous avez acquis quelque chose l'année d'avant. C'est ça. Compte de ça. Et c'est une erreur de se dire, voilà, 2022 est fini, je tourne la page, je prends une page blanche, je pars sur 2023. T'as fait des choses en 2022. Non, c'est clair. Et ton niveau, de manière générale, et même si tu t'arrêtes, tu vois, à la limite, tu t'arrêtes pendant 1 an, tu reprends. Alors forcément, au début, tu vas en baver un petit peu, mais je veux dire, voilà, t'as un truc quand même. C'est en fait chaque kilomètre que tu vas faire dehors, c'est un acquis. C'est un truc qui va rester même sur le long terme, quoi. Bien sûr, c'est certain. Ah ouais, c'est sûr, bien sûr. Puis après, il faut en prendre encore plus quand tu prends de l'âge par rapport à des gens que tu entraînes. Ça joue aussi, quoi. Ouais. Ouais, puis on en parle souvent, mais on l'a vu aussi post-confinement. Quand tous les sportifs ont été confinés, ils ont tous eu le droit à un repos forcé et on pensait que le retour, entre guillemets, à la normale serait compliqué pour tout le monde. Et en fait, on a vu que tous les records explosent. Ah ouais, complètement. Ah, les mecs. Puis après, il y a ça, et puis l'envie, quoi. Là, la notion de plaisir reste. Les mecs, ils ont remis un dossard et ils avaient la niaque, quoi. C'est clair. Et donc, du coup, ça clôture un petit peu ta carrière de triathlète pro. T'as remis, je veux dire, t'as arrêté pour de bon ou t'as continué à faire quand même des courses à gauche à droite? T'en fais encore aujourd'hui? Non, j'ai quand même, le regret, c'est que j'ai coupé trop net. Après, alors beaucoup disent, mais quand t'arrêtes comme ça, c'est pas évident, hein, franchement, c'est pas évident d'arrêter. En plus, moi, je voulais pas arrêter réellement. Le truc, c'est que j'étais à Aix-en-Provence, au club de Aix. Et moi, j'avais pas prévu d'arrêter. C'est pas moi qui ai pris la décision. Quelque part, indirectement, c'est eux parce qu'ils m'ont coupé mon contrat financier par 3. Comme ça, ils m'ont balancé un mail terminé. Ça faisait 5 ans que tu courais sous les couleurs. Et donc, là, tu peux plus financièrement, ça devient trop bas, t'arrêtes, quoi. Donc, du coup, il a fallu que je rebondisse. Donc, comme j'ai créé ma société de coaching, c'était mon objectif. Donc, c'est vrai que j'ai laissé le sport de côté et je me suis vraiment concentré là-dessus. C'est aussi le fait de me concentrer là-dessus que j'ai plus facilement aussi peut-être oublié, entre guillemets, ce que je faisais avant. Donc, je me suis concentré là-dessus. Donc, j'ai continué le sport, mais vraiment juste pour l'entretien. Juste vraiment pour l'entretien. Après, ça m'est arrivé de faire 2-3 trails par ici, mais pas très longs. J'ai refait un triathlon S parce que j'ai mon fils qui a 14 ans, mais quand je courais, il était tout jeune, il se rappelle pas. Donc, je lui ai dit, tiens, pour me montrer, je vais faire un triathlon S. Avec les jeunes, j'ai pris une branlée, mais il a vu. Voilà, et voilà. Donc, après, j'ai quand même pas mal arrêté après. Ouais, puis t'as besoin effectivement de repartir sur un projet, un truc qui t'occupe, quoi, qui t'occupe l'esprit, qui te donne envie de te lever le matin aussi, parce que c'est vrai que c'est tellement, c'est pas un truc que tu fais comme ça 2 fois par semaine, quoi. Je veux dire, quand t'es triathlète pro, c'est un mode de vie. Enfin, tu vois, c'est pas juste des horaires du 9 to 5, ça prend vraiment tout ton temps, toute ton énergie. Donc, j'imagine que du jour au lendemain, t'avais besoin d'un truc pour pouvoir enchaîner, quoi. Il fallait, ouais, il faut qu'il y ait un truc derrière et je me suis concentré là-dessus et ça l'a fait, même si c'est dur, hein, d'arrêter, hein. On parle petite mort, ou je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est un peu ça, ou c'est une première retraite. Et c'est quand même pas, moi, j'ai pas trouvé ça forcément facile. Ouais, en même temps, t'avais quel âge? 36 ou 37. Ouais, donc première retraite, 36-37 ans, tu te dis, bon, ça va, j'ai quand même encore de quoi faire, quoi. Ouais, et puis bon, après, c'est aussi un âge où, ouais, voilà, il faut être aussi, voilà, ça devenait compliqué quand même, avec du recul aussi, les performances étaient moins bonnes. Ouais, et en même temps, enfin, je veux dire, t'es même pas à la moitié de ta carrière, quoi, à ce moment-là.
Je veux dire carrière professionnelle, hein, je parle. T'es plus proche de tes années d'études que de ta retraite, quoi. Enfin, ta vraie retraite à 60, 65 ans, quoi. Tu sais que le sport de haut niveau, de toute façon, tu vas pas aller jusqu'à 60 balles, et ça, tu le sais, celui qui le sait. Non, c'est clair, mais je veux dire, enfin, si tu prends la carrière professionnelle de manière générale, c'est vrai qu'en fait, là, t'étais encore dans la première partie, quoi. Et quand on veut devenir coach, du coup, c'est peut-être un truc qui intéressera certaines personnes, on a envie de devenir coach, comment est-ce qu'on fait pour lancer un business de coaching? Bon, toi, tu étais un petit peu connu, du coup, j'imagine, tu avais une certaine notoriété, un certain réseau, donc ça a peut-être été un peu plus facile, mais comment tu t'y es pris? Ouais, ça m'a aidé, mais je voulais assez vite qu'on vienne vers moi pour ce que je peux produire en termes de coach, pas seulement mon nom, parce que je savais que ça allait s'oublier assez vite. Et je suis content parce que maintenant les gens viennent me voir, ils connaissent pas mon palmarès forcément. Et ça, c'est ce que je voulais pour pouvoir continuer dans le temps. Attention, parce qu'ils vont bientôt écouter l'épisode du podcast, donc ça, ce sera fini, ça. Ils sauront tous. Donc moi, ça s'est fait avec j'avais déjà un petit peu commencé quand j'étais athlète. Après, j'ai pris une feuille blanche et puis j'ai dit qu'est-ce que je veux faire. Je sais que d'un côté, il y avait l'entraînement personnalisé. Donc là, les gens viennent me voir, comme on disait tout à l'heure, ils ont un objectif. Je leur fais des tests de VMA, tests de PMA, etc., etc. Je prends leur disponibilité dans la semaine, d'où ils viennent, quel sport ils faisaient avant, combien ils en faisaient, enfin une batterie de questions comme ça. Et je les prépare. En général, je fais une proposition sur 6 mois pour qu'on ait le temps de poser les choses. Donc ça, c'est le gros de mon activité. Donc ça, c'est l'entraînement vraiment personnalisé. Et dans cet entraînement personnalisé, il y a différentes options. Il y a l'option où je vois pas forcément la personne, sauf comme ça en visio ou par téléphone, et je prends toutes les infos. Soit il y a une option 2 et 3 où là, les gens viennent une journée avec moi, et là, je les évalue dans l'eau, à vélo et à pied. Concrètement, c'est quoi? Comme je suis manager, j'ai 2 conventions avec les piscines du coin, donc je vais dans les piscines quand il y a personne. Donc je donne une séance natation, mais purement orientée technique, et surtout, j'utilise beaucoup la vidéo. Donc je filme les gars sous l'eau, hors de l'eau, etc. Donc comme ça, après, on fait un débriefing devant l'ordinateur. Ils viennent après à mon bureau où là, on fait un test de PMA, soit avec leur capteur de puissance. Donc, je les mets sur mon entraîneur connecté, mais soit ils ont leur capteur et on prend le calibrage de leur capteur, soit on fait avec mon capteur. Donc, ça me permet d'obtenir la PMA, voir la façon de pédaler, etc., etc. Et à pied, on fait un test de VMA sur tapis de course à pied. Donc, donc quand j'ai créé mon activité, si tu veux, c'était ça le gros truc. Je voulais bien blinder tout ça pour pouvoir entraîner les gars. Mais après, j'ai fait d'autres choses. J'ai mis d'autres choses en place. Donc après, j'ai des stages que je fais à la carte. Donc c'est-à-dire, par exemple, octobre-novembre, je sais que c'est une période plus orientée technique. Donc j'envoie un mailing ou tous les adresses mail qui traînent que j'ai de la droite à gauche, où je mets un peu sur mon Facebook ou mon site internet. Je dis voilà, il y a un stage. Je prends 6 personnes. C'est un stage orienté natation, technique et vélo ou course à pied. Donc je fais des stages ponctuellement comme ça à thème. Après, je fais des stages, j'interviens aussi dans les clubs. Concrètement, là, le week-end dernier, j'étais à Dinard avec le club de Château-Giron près de Rennes. Donc, ils m'ont contacté, on veut que tu nous encadres pendant une journée. Donc après, des fois, je suis allé au Sable d'Olonne l'autre jour avec un autre club pendant tout le week-end. Donc, soit je me déplace à l'endroit où ils veulent où on fait le stage, soit j'organise des stages par chez moi en Bretagne. Je leur trouve l'hébergement, etc. Après, régulièrement, toutes les semaines, les gens viennent me voir juste pour le test natation, juste pour le test vélo, juste pour le test à pied, etc., etc. Voilà, un peu le gros de. C'est ça que j'ai mis en place dès le départ et que j'ai développé. Ok, pour avoir un peu une idée des tarifs pour du coaching personnalisé, ça coûte combien entre les différentes options pour avoir un peu une fourchette? Ouais, l'option 1 à 85 €, donc c'est le plan d'entraînement détaillé qu'on a cité, c'est 85 € par mois. Donc voilà, détaillé. Après, voilà, tout détaillé. Après, l'option 2, elle a 110 € par mois, toujours dans l'idée des 6 mois. Mais là, du coup, je suis avec le gars pendant une journée entière où on évalue tout, etc. Et l'option 3, elle a 150 €, toujours sur 6 mois. Et l'idée, c'est de le voir 2 fois dans ces 6 mois-là. Après, c'est ce qui est sur le papier. Il y a des gars qui me disent, Xavier, je voudrais juste 3 mois. Ça dépend un peu, mais des fois, je prends que 3 mois, ça dépend. Okay. Parce qu'il faut que quand tu entraînes des gars, là, tu vois, j'ai beaucoup de gars jusque fin juin et début juillet, c'est-à-dire jusqu'à Nice, Roth et toutes les courses de début de saison. Et après, j'ai un gros bloc de ceux-là qui vont arrêter. Et donc, tu es obligé aussi de prendre… après, tu as des gars déjà qui me contactent justement pour les courses de fin de saison.
Donc après, des fois, voilà, ça se chevauche un petit peu. Et donc en tant qu'athlète, ça veut dire qu'on reçoit un plan d'entraînement une fois par semaine, une fois par mois? Je le fais par mois, mais après, c'est pas figé, quoi. C'est-à-dire, on part sur une trame j'ai l'évolution, bien sûr, pour aller jusqu'à l'objectif. J'ai ma planification. Et ensuite, il peut y avoir des choses. Le gars, il tombe malade, il se blesse. Après, tu réactualises. On adapte en fonction, quoi. Tu peux pas laisser le gars. Non, tu fais comme ça, c'est comme ça. Non, c'est hors de question. Et du coup, toi, ça te fait combien d'athlètes que tu encadres aujourd'hui? Là, c'est chaud parce que je me retrouve entre ceux qui vont finir et ceux qui commencent pour la. Là, j'arrive à un peu plus de 50. Ok. Donc moi, en gros, mon activité, je suis 6, 7 heures, 8 heures sur l'ordi tous les jours. Mais quand tu dis 50, en plus, c'est pas du coaching algorithmique, c'est de l'ultra personnalisé pour tout le monde. Tu analyses les retours de chaque athlète, tu fais des recommandations après peut-être chaque séance ou chaque bloc de séance. Enfin, c'est pas de l'industrialisé que tu fais, c'est du personnalisé. Non, j'ai pas voulu. Il y en a qui m'ont demandé. Je suis resté dans mon idée d'individualiser la chose. C'est-à-dire moi, chaque fois que je fais le plan, je regarde là parce que j'ai un gars là, j'ai son tableau. Enfin, il est pas là, mais j'ai son tableau vélo. Suite au test, je mets un tableau d'allure en place que j'ai construit moi-même. Hein, c'est ce qu'on voit dans les bouquins, mais que j'ai actualisé à ma façon et avec ce que j'ai lu et vu de mon expérience. Mais après, je me suis vite aperçu que ces tableaux avec les pourcentages, c'est à peu près cohérent pour tout le monde, mais pas pour tout le monde. Donc après, chaque cas est différent. Mais en tout cas de cause, j'ai toujours les tableaux d'allure vélo et course à pied du gars. Et quand je mets en place son plan d'entraînement, je sais qu'aujourd'hui, il a une séance allure 2 qui, pour moi, de l'aérobie assez facile. Je connais sa FC, sa fréquence cardiaque là, je connais sa puissance là, je connais sa VMA là, et je mets vraiment, oui, par rapport à chacun. Et après, quand tu as les gars au téléphone, tu apprends aussi avec l'expérience, je sais pas, je suis pas psychologue, mais tu apprends à analyser le mec, quoi. T'as celui qui va te dire, il va faire, je fais beaucoup, et en vérité, c'est pipeau, ou celui qui ose pas trop, mais qui va falloir pousser pour qu'il ose et se rendre compte qu'il y arrive. Et il faut, après, suivant les personnes, quand je fais le plan, je sais qui j'ai en face, parce que même si je les vois pas, je les ai plus ou moins vus sur un stage où j'arrive assez vite à voir à qui j'ai affaire. Et voilà, quoi. Ouais, puis c'est hyper important aussi parce que, je veux dire, entre un athlète et un autre, t'as pas le même degré de résistance au stress physique et mental. Ils ont pas forcément les mêmes modes de vie non plus, tu vois. Enfin, j'imagine que la plupart des athlètes que tu coaches, c'est des amateurs, c'est des gens qui ont un job à côté. Ouais, je me greffe. Et justement, un des trucs qui va très très dur pour moi, c'est que je m'adapte vraiment à l'emploi du temps. Donc imagine, tu as un steward qui est décalé et qui part à droite à gauche, tu as un chef d'entreprise qui a un coup en Chine, un coup machin, et je fais par rapport à ça, c'est-à-dire ils m'envoient leur emploi du temps à l'avance et je me greffe dessus. Est-ce que dans cet hôtel-là en déplacement, il a un vélo? Voilà. Donc des fois, c'est quand tu as un emploi du temps classique bureau, à la limite c'est cool, quoi. Mais ouais, à la limite, tu peux faire ton copy-paste et t'adaptes un petit peu les valeurs, quoi, mais c'est rarement le cas. Et après, par rapport aux valeurs, si tu veux, je connais comme mes tableaux, je sais le ressenti à telle zone et tout ça. Quand je fais le plan d'entraînement des gars, je sais ce qu'il va ressentir. Même des fois, je leur mets des séances dures le soir alors qu'ils ont eu 4 heures de vélo le matin. Là, c'est plus pour des mecs qui préparent du long. Moi, je sais comment le corps va réagir parce que je l'ai fait. Et les mecs me disent, ça dit, je pensais jamais que la séance du soir à pied allait passer avec 4 heures de vélo le matin. Mais je dis, ouais, tu as eu un temps de chauffe. La mise en route, elle a été compliquée, normal, parce que tu avais le truc du matin. Mais une fois que tu as mis en route et que tu as débloqué un peu l'organisme, c'est passé. Il me dit, bah ouais, si tu veux, à la force, moi, j'ai vécu ça pendant 20 ans. Donc, voilà. Ça me rappelle des bons moments où je me préparais pour essayer d'avoir une qualif pour Hawaï et où mon entraîneur, il me collait. Donc on s'était mis comme objectif le semi-marathon de Luxembourg et puis lui ça faisait longtemps qu'il l'avait planifié, mais 3 jours avant il me dit tu vas aller faire 90 bornes de vélo le matin juste avant le SMI qui était justement le soir parce que c'est un night run. J'ai dit non mais ça va jamais passer. Mais si, t'inquiète. Et je crois que j'ai fait un de mes meilleurs temps sur semi. Donc ça me rappelle des bons souvenirs et j'imagine que tes athlètes se sentent bien avec toi. Non mais ça me fait des frissons parce que ça. Je sais, je les laisse parler, bien sûr, mais tu sais ce qu'il va dire. Enfin, après, tu peux avoir, mais c'est le corps humain. Il y a des différences, hein, mais tu te rends compte quand même qu'on est vachement, on réagit un peu tous pareil là-dessus, quoi. Ouais. Et justement, par rapport à ça, dans les athlètes que tu coaches, alors je te demande pas de nous donner nom parce que j'imagine que par respect, tu vas pas le faire, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux d'atteindre leurs objectifs et même est-ce qu'il y a des gens qui ont des palmarès assez sympas grâce à toi? Alors moi, j'ai pas d'athlètes de haut niveau, hein. J'ai vraiment, comme tu disais, des amateurs.
qui ont un objectif de finir un Ironman ou d'être performant sur un Ironman ou de finir un half pour être performant. Ou même, j'ai une dame là qui prépare un XS, tu vois, c'est complètement l'opposé. Et d'ailleurs, pour m'entraîner, c'est plus compliqué. Ouais, mais ça fait partie. J'aime bien ce challenge. Il faut lui apprendre à passer les vitesses, quoi. Tu vois, c'est. Non, mais c'est pour nous qui avons envie de faire du vélo, tu vas pas lui dire descends d'une dent, quoi. Elle va dire quoi, descends quoi d'une dent. Donc, tu es obligé d'adapter et c'est génial. Et du coup, c'était quoi ta question? Je suis parti. Non, ma question, c'était justement, est-ce que tes athlètes sont... alors, je dirais pas satisfaits de ton coaching, parce que j'imagine que oui, sinon ils ne reviendraient pas. Mais justement, qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant qu'entraîneur, quand quelqu'un a atteint son objectif? Tu nous dis, par exemple, une dame qui a comme objectif de finir un XS ou un amateur, dans le sens noble du terme, mais qui veut finir un half ou un Ironman et puis, je sais pas, faire un top 50, parce que pour lui, un top 50, c'est être champion du monde de son monde. Qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant qu'entraîneur, quand la personne réalise son objectif? Moi, je pense que je retrouve ce que j'étais vécu en tant qu'athlète. C'est vraiment grisant. Moi, je suis vraiment tous les gars, chaque week-end, je note, etc. C'est vrai qu'à l'Ironman Trekking, et ça, on voit tout. Je suis tout, les gars, parce que je les briefe avant sur les allures. En fait, tu vis un peu par procuration ce que tu n'as plus vécu depuis quelques années. Ouais, de les amener au bout, ça me fait vraiment plaisir. Parce que moi, mon challenge avant chaque course half et Ironman, même DM, c'est par rapport à ces tableaux d'allure et tout ça, on arrive à savoir à peu près les temps qu'ils peuvent réaliser. Donc, j'aime bien avoir ce petit challenge-là, mais moi, je triple le truc. Je suis super, je vis le truc à fond quand ça se passe bien. Enfin, ça, c'est vraiment grisant. Par contre, quand ça se passe moins bien, il faut l'accepter. J'aime pas, ça me fait chier pour la personne. Il a investi de l'argent, il m'a fait confiance. Donc, on essaie de comprendre pourquoi ça se passe ou pas, ou ça s'est pas bien passé. Il peut y avoir des choses de ma part, hein. Il peut y avoir aussi des gestions d'allure qui n'ont pas été gérées, où il a pas bien bu, il a fait chaud. Il y a plein d'éléments comme ça. Mais je vis le truc vraiment. Oh ouais, moi, le truc, enfin, c'est sincère. Je le vis vraiment à fond. Hein, et du coup, quand ça marche pas, tu fais quoi? Tu leur offres un mois de coaching gratuit? Non, je déconne. Non, après, on essaie de savoir, d'analyser, comprendre pourquoi. Il faut pas non plus tout remettre en question. Hein. Ça peut être foiré pour qu'une ou deux choses par rapport à toutes les choses. Il faut vraiment analyser ça. C'est ça le plus dur. Hein. Le plus dur, c'est ça, quand ça se passe pas top, quoi. Mais bon, en général, je vois sur les Ironman, j'ai dû entraîner, je sais pas, pratiquement 300 mecs maintenant. Il y a eu un abandon. Donc, ça, c'est des petits trucs qui sont allés au bout. Mais après, comme tu dis, il y a ceux qui ont l'objectif chrono. Tu as certains, moi, qui veulent essayer de choper une qualif à Hawaï. Hein. Et puis, tu as aussi juste de finir. Des fois, on est même limité. J'ai eu des gars l'année dernière qui faisaient Embrun. Est-ce qu'ils vont être dans le timing? Tu vois, tu as aussi cette appréhension-là. Tu dis, t'es sûr? Donc, là, c'est un challenge. Là, tu chopes des sueurs. Tu dis, ouais, normalement, 9h vélo, 9h30, ça devrait passer. Bon, c'est passé, hein, mais c'est jamais. Il y en a qui sont avec les 2h10 dans l'eau. Pour certains, nager en 2 heures, en général, ça se passe bien. Mais il y en a qui sont peut-être même limite dans l'eau, quoi. Ça peut arriver. Hein. Bon, ça va. En brun, c'est quand même la partie la moins difficile, c'est la natation, parce que tout le reste, ça fait que monter et descendre. Mais je veux dire, la natation à Embrun ou la natation à Aix ou la natation à Nice, en général, c'est relativement similaire. Quoique en brun, c'est peut-être mieux parce qu'il y a moins de vagues. Il y a moins de vagues, ouais. C'est plus froid. Ouais, il fait plus froid, mais c'est surtout plus le vélo qui fait peur, hein, d'arriver dans le timing, quoi. Comme sur les Ironman, d'ailleurs, il y a des temps limites, quand même. On a déjà beaucoup parlé de l'Embrunman. C'est effectivement un des grands classiques du triathlon français longue distance, avec le fameux col de l'Isoire en plein milieu. Toi, du coup, tu disais aussi tout à l'heure que tu étais plutôt fin de base et que du coup, tu étais plus à l'aise sur des routes un peu plus escarpées. Ouais, moi je suis plus un profil grimpeur, donc je me retrouvais mieux dans des bosses comme l'Isoire ou Palon ou Chalvet ou des choses comme ça. Ouais, c'est des choses qui m'allaient mieux, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on a eu par exemple Léon Chevalier sur le podcast qui nous racontait un petit peu justement sa victoire en brun. Et en fait, tu regardes dans tous les premiers. Alors déjà, ils sont presque tous en CLM, avec des roues pleines dans le col de l'Isoire, quoi. Ce qui peut paraître dingue pour énormément de personnes, mais a priori, pour eux, ça marche, quoi. À l'époque, quand toi, tu étais en brun, est-ce que tu avais déjà il y avait déjà des gars comme ça en CLM avec des roues pleines, ou bien c'était pas quelque chose qui se voyait? Le contre-la-montre, moi, ça arrivait petit à petit. Hein. Il n'y avait pas autant de vélos de chrono que maintenant. Il y avait quand même quelques gars qui s'entraînaient avec Brad Sutton. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un entraîneur australien. Qui, certains de ces gars, Colucci, tout ça, étaient des gars de son équipe qui étaient en vélo de chrono, mais pas avec des roues pleines. Moi, je suis un peu sceptique. Vélo de chrono, oui, s'il n'est pas trop lourd, pourquoi pas.
roue plus ou moins haute en jante, oui. Lenticulaire, je suis sceptique. Maintenant, voilà, ça leur convient, tant mieux. Est-ce que si on inverse le truc, est-ce qu'ils iraient pas plus vite aussi avec des roues classiques? Peut-être garder un 4 chrono, mais avec des roues plus classiques, est-ce qu'ils iraient pas plus vite? Je sais pas. Maintenant, ça leur convient et voilà, c'est. Ouais, il faut savoir l'emmener dans la montée, mais il faut aussi être à l'aise dans la descente, quoi. Parce que, enfin voilà, pour ceux qui savent ce que c'est de rouler sur un vélo de chrono en descente, c'est quand même pas la même chose, quoi. Non. Après, ouais, quand tu as des virages et tout ça, c'est moins bien, ça se manie moins bien, ça c'est sûr. Ouais. Ça se manie moins bien, et puis t'as pas la même accroche non plus, hein, au niveau des mains, des poignets. Enfin, je veux dire, pour peu que t'aies les mains un peu moites, enfin voilà, ça peut être un peu flippant, quoi. Ouais. Mais après, si ça leur convient, tant mieux. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent les amateurs ou les groupes d'âge, ils s'identifient beaucoup aux élites, et je sais pas si d'aller avec un vélo de chrono trop rigide et avec ces risques-là, enfin, je trouve pas ça très fluide, quoi. Non, ça je suis entièrement d'accord, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est valable pas juste pour le matériel, c'est valable pour tout le reste, dans la manière de s'entraîner, dans la manière de récupérer, de s'alimenter, etc. Les pros, a priori, ils font que ça, c'est leur boulot. Je veux dire, du lundi au dimanche, du matin au soir, voilà, c'est leur activité principale. Bon, il y a peut-être 2-3 trucs annexes, mais je veux dire, ils dédient vraiment un temps plein à ça. Alors que les amateurs, en général, ils ont déjà un boulot, pour peu qu'ils aient une vie de famille et voilà, et d'autres obligations en plus. Enfin, c'est quand même chaud. Donc, et je pense c'est aussi une erreur que beaucoup de triathlètes font, c'est de se dire, en fait. Regarde, les pros, ils s'entraînent 25 heures par semaine. Moi aussi, je vais m'entraîner 25 heures par semaine. Ouais, mais tes 25 heures, il faut que tu les cases en plus de ton boulot. Et après ça, il faut encore que tu récupères parce que tu vas pas dormir 6-7 heures après des semaines à 25 heures. Donc, enfin voilà, c'est un peu un truc, et je sais qu'on en a déjà parlé, mais je crois que c'est bon de le rappeler. Attention, on s'entraîne pas en amateur comme on s'entraîne en pro, c'est pas la même chose. Non, il faut un pro, comme tu viens de dire, il y a les facteurs de récupération, c'est son job. Le soir, à 6 heures, il a fini sa journée. Le mec qui a bossé, à 6 heures, il va aller s'entraîner. Donc, le soir, il va peut-être avoir plus de mal à dormir parce qu'il s'entraînait tard. Enfin, il y a plein. Non, il faut faire attention. Mais ouais, et puis le pro, il a un accompagnement aussi. C'est-à-dire, il va peut-être aller une fois par semaine chez le kiné. Tu vois, se faire masser, truc, machin. Bon, voilà, quand t'es amateur, enfin, moi, je connais pas beaucoup de triathlètes amateurs qui vont une fois par semaine chez le kiné, quoi. Sauf s'ils sont blessés. Mais... faut bien penser à tout ça. Mais bon, et je peux comprendre mais c'est risqué. Et toi, justement, est-ce que c'est un élément auquel tu fais attention en tant qu'entraîneur quand tu fais ton scoring des éléments de tes athlètes lors des premiers rendez-vous ou alors même tout au long du suivi? Est-ce que tu t'assures que les objectifs que la personne te demande vont rentrer avec ses objectifs personnels? On reprend l'exemple de quelqu'un qui veut se qualifier pour Hawaï, mais c'est un grand patron, il a 4 gamins et il te dit je peux m'entraîner 30 heures par semaine. Est-ce que tu lui dis, tu l'alertes, tu dis non, ça passera pas? J'ai la chance, mais c'est très bien ta question, c'est que j'ai la chance qu'à 95%, les gens sont lucides sur leur capacité et ce qu'ils peuvent faire. Ah, il en reste 5 quand même. Ouais, peut-être 5, je ne sais pas si c'est 5, mais il y a quelques-uns, ouais, là, tu te dis, non, j'ai entraîné un gars pour un marathon là, on va passer avec la VMA, le mec, il te dit ce qu'il veut faire son marathon, tu sais déjà mathématiquement que c'est plié, quoi. Donc là, pour triathlon, sur différentes choses. Donc là, tu dis au gars, tu essaies d'être diplomate, envoyer la sauce. Ouais, parce que si tu dis pas la vérité là, et que tu dis ouais, on va y arriver, alors tu sais pertinemment que ça passe pas. Mais ouais, en général, les gens sont lucides. Il y en a quelques-uns quand même qui sont un peu moins lucides, mais c'est très très rare. En général, j'ai eu jusqu'à présent des gens qui étaient à peu près conscients de leur potentiel et ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Voilà, une très belle discussion, et ça nous a permis de remonter un peu aussi dans l'histoire du triathlon, hein, finalement, parce que c'est vrai que là, on a eu 30 ans, tu vois, un flashback là sur les 30 dernières années, donc c'était très cool. Merci, merci à toi pour tout ça. C'est avec plaisir, même. Ouais. Bon, et puis après, moi j'ai toujours une question que je pose à la fin de nos épisodes. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Donc Xavier, j'ai une question pour toi. À ton avis, quel est le meilleur moyen pour devenir triathlète ?
Moi, je pense qu'il faut déjà s'enlever les idées d'avoir une image que c'est impossible, c'est trop dur et tout ça. Pendant beaucoup trop d'années, on nous a montré des images un peu chocs qui paraissent inaccessibles. Et le triathlon, je pense qu'il est accessible à beaucoup, beaucoup de monde. À la limite, le facteur qui pourrait faire qu'une personne n'arriverait pas à faire du triathlon, c'est la natation. Mais tout le monde est en capacité de pouvoir faire du vélo et de la course à pied. C'est les sports un peu qu'on fait tous. Donc, je pense c'est un beau sport et qu'il faut vraiment, si on aime et qu'on enlève cette barrière-là et que si on aime, on essaye, quoi. Mais devenir triathlète, je pense que beaucoup de monde peuvent le devenir. Il y a toutes les distances, donc je pense que c'est ouvert à un paquet de monde. Ce serait juste la natation qui peut peut-être t'empêcher de devenir triathlète. Du coup, tu te mets au duathlon et ça le fait, quoi. Non, franchement, c'est pas quand tu vois les distances, c'est accessible quand même à beaucoup de monde. Ouais, je suis d'accord avec toi et je rebondis rapidement là-dessus. La natation, même si on sait pas nager, je veux dire, ça s'apprend. Moi, je savais pas vraiment nager avant de commencer le triathlon. Enfin, je veux dire, je savais pas vraiment faire de crawl. Ouais, je pouvais faire un peu de brasse, mais c'était tout. Ça m'a pris. Je m'y suis mis. Ça m'a pris 6 mois. Mais bon, voilà. Après 6 mois, je savais nager. Je suis pas un grand nageur, mais je fais du triathlon et c'est suffisant. Par contre, je rebondis là-dessus pour voir beaucoup de gens. Quand tu commences la natation et que tu sais vraiment pas en faire, vaut mieux, un conseil pour ceux qui verront ça, il faut vraiment avoir un œil extérieur et qui vous oriente bien dès le début. Parce que quand tu commences à aller nager sur tes défauts, faire des longueurs pour essayer de faire des longueurs et choper des automatismes qui sont pas bons, après, pour enlever tout ça, c'est compliqué. Donc, en natation, je pense, sur les 3 disciplines, c'est vraiment le truc qui est le plus technique et il faut vraiment avoir un œil extérieur ou quelqu'un qui vous aiguille dès le départ pour essayer de poser les bases et pour avoir les bonnes bases, qu'après, pour les casser et revenir, c'est compliqué et voilà. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un sport qui est technique et qui mérite d'avoir un coaching spécifique par rapport à ça. Là où le vélo et la course à pied, a priori, bon, c'est pas très difficile pour démarrer. Après, c'est clair que si on veut optimiser, c'est bien de travailler un peu la technique, mais au moins on peut avancer sans trop d'explications, quoi. Et sur le vélo, tu vois, ce que je trouve aussi dommage, c'est que maintenant on a des capacités à pouvoir. Il y a des gens qui connaissent bien pour positionner les gens sur les vélos. Et c'est trop dommage d'aller mettre 5 ou 6 000 euros dans un vélo et être posé vulgairement comme une merde dessus où tu perds tout. Alors qu'il vaut peut-être mieux mettre 200 euros dans une étude posturale et enlever le porte-bidon carbone. Enfin, peu importe, si tu as 5 000 balles à mettre dans un vélo, tu peux mettre 200 dans une étude posturale, quoi. Et c'est dommage parce que les mecs, ils perdent des watts bêtement, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, en parlant d'études posturales et puis de ton ancienneté dans le triathlon, voilà, pour parler plus joliment. Ta carrière s'est un petit peu chevauchée aussi avec celle de Francky Batelier, qu'on avait déjà reçu dans le podcast et qui lui aussi fait de l'étude posturale. Est-ce que tu as des anecdotes avec Francky ? Pas trop, et Francky, je connais, on s'est souvent croisés, je connais, mais lui, je sais qu'il est parti sur Rouen, Ouais, il est rouennais, c'est là qu'on s'est rencontrés en fait, on s'est rencontrés au Rouen-Tri tous les deux. Ouais, et ben moi, j'ai suivi un peu derrière ce qu'il avait fait, il y a mon fils qui arrive, ouais. Et mais moi, pendant toute ma carrière, j'ai travaillé un mec qui est spécialiste en analyse de la foulée, position vélo, etc. sur Brest. Et assez vite dans ma carrière, j'ai été suivi par ce gars-là en étude posturale vélo. Ouais. Donc moi, je suis sensible à ça. Et du coup, moi, j'ai mes limites là-dedans. Et comme j'ai mes limites là-dedans, j'oriente les gens. Et souvent, je dis au gars, si tu veux faire une étude posturale qui va bien, va voir Sébastien à Brest. Lui, il te fera un truc calé. Voilà. Donc, c'est quelque chose dont je fais attention et je sais que Francky est très à cheval là-dessus. Il a raison. Moi, des gars, même Sébastien Belobras, qui est sur Brest, qui fait ça. Même chez des pros vélos qui sont venus chez lui, il leur a fait gagner jusqu'à 30 watts rien que par la position. Donc, t'imagines 30 watts, c'est quand même. Ouais, et puis là, on parle que de la puissance, on parle même pas encore du confort sur le vélo. Ouais, attends, après, ça veut pas dire que tu gagnes 30 watts, ça veut pas dire que tu gagnes forcément en confort. En général. Non, mais ok, mais. Mais 30 watts, ça me semble quand même énorme et je serais curieux d'échanger avec lui à l'occasion pour comprendre un petit peu, mais ça m'a l'air énorme. Ouais, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu aussi maintenant. C'est Sébastien, pendant des années, il positionnait des gars, il analysait des gars, ça fonctionnait avec certains et pas avec d'autres. Il s'est dit, mince, c'est quand même bizarre. Et du coup, il est parti faire une formation en Suisse chez Volo Dalen, qui est spécialiste en tout ce qui est préférence motrice. Je ne sais pas si vous avez un peu entendu parler de ça. Et du coup, Sébastien, maintenant, il est formateur aussi là-dedans. Donc, il utilise ça. Donc, quand tu fais une position vélo chez lui, avant de te positionner ou te faire courir sur sa piste, il fait des tests en statique pour connaître tes préférences motrices. Alors, tu peux peut-être nous expliquer, du coup, ce que sont les préférences motrices pour que tout le monde comprenne? Ouais, il y en a plusieurs. Les plus connus, ça va être du terrien ou l'aérien.
souvent, on voit dans les bouquins, quand tu cours, on dit qu'il faut pas attaquer talon, plat, pointe, mais il faut mieux être plus plat de pied ou sur l'avant pour pas te freiner. Mais quand tu fais ces tests en statique, donc Sébastien, il te met dans une position qui va être dite terrienne, donc il va te faire fléchir légèrement les genoux, mettre tes talons dans le sol, les paumes de main vers l'arrière, et il va venir pousser sur ton côté. Donc, si tu es un terrien, quand il va venir pousser contre toi, c'est un peu comme un bras de fer, tu vas résister à cette poussée. Donc, ça devrait vouloir dire que tu es terrien. À l'inverse, il va te mettre en aérien, c'est-à-dire demander de mettre ton poids du corps sur l'avant, paume de main sur l'avant, et il va venir pousser sur le côté. Et si tu es terrien, quand il va venir te pousser sur la position aérienne, tu ne vas absolument pas tenir. Et à l'inverse, un aérien que tu mets en terrien, il va pas tenir sur le terrain, il va tenir sur l'aérien. Donc ça voudra dire que quelqu'un, si tu es terrien et que tu attaques du talon, c'est normal. La majorité, 70-75% de ton temps, ta préférence motrice, ça va être de courir en terrien. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas courir en aérien, mais c'est là que tu es plus à l'aise. Et d'ailleurs, quand tu vas être fatigué de courir en terrien, naturellement, tu vas te mettre dans le mode aérien. Mais c'est pas ta priorité. C'est pas là où tu es à l'aise. Et est-ce que c'est pas souvent l'inverse qui se passe, c'est qu'en général, t'as plutôt une foulée aérienne parce que c'est ce qu'on nous dit en général, c'est ce qu'on nous dit qu'il faut faire. D'ailleurs, tu regardes les grands marathoniens, ils ont une foulée plutôt aérienne. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai une foulée plutôt aérienne de base, mais une fois que je suis cramé, c'est fini. Enfin, je veux dire, ma foulée, elle est plus très jolie et j'attaque avec le talon, quoi. Juste parce que j'ai plus les jambes. T'as plus les jambes et t'as tellement puisé et que t'es trop fatigué, donc tu te mets en mode terrien. C'est ton second mode. C'est un peu comme un moteur hybride, si on peut voir un truc dans le genre comme ça. Et du coup, pour les positions vélo, ça va jouer aussi. C'est-à-dire, lui, il prend ça comme donnée. Du coup, la position vélo, en général, d'un terrien va être un peu plus arrière et plus basse, et un aérien va être plus haut et en avant. T'as du dissocié associé aussi. Souvent, on veut être aérodynamique, donc effectivement, il faut fermer l'angle, mais on va te dire d'avoir les coudes rapprochés. Mais si t'as vertical et horizontal. Là, je me trompe. C'est vertical. T'as des tests pareil de la même manière. Est-ce que tu es un vertical ou un horizontal? Si tu es vertical, effectivement, tes forces seront en ayant les coudes plus fermés. Mais du coup, quand tu vas être ouvert, tu vas pas être bien. Et à l'inverse, si tu es horizontal, si on te demande de fermer les coudes, ça va pas le faire. Ok, donc là, on parle bien parce que Xavier nous montre par vidéo, mais nos éditeurs n'auront pas l'image. Mais donc, Xavier nous montrait effectivement que tu avais les coudes plus rapprochés. Évidemment, vous l'aurez compris, on parle des coudes sur les prolongateurs. Pour ceux qui rouleraient avec des prolongateurs. Mais ok, mais donc non, et c'est assez intéressant effectivement. Ce sera peut-être un truc à creuser pour un prochain épisode. Ouais. Aussi. Ouais. Du coup, on prendra bien une introduction et un échange de contact avec Sébastien Lembraz, si tu veux. Seb, enfin, vous êtes comme il est super cool. Et justement, juste pour terminer, si on veut en savoir plus sur Monsieur Le Floch, sur ses séances de coaching, si on veut réserver un coaching avec toi, où est-ce que ça se passe sur Internet et sur les réseaux? Soit c'est xlf-coaching, sans .com et sans .fr, parce que voilà, ça y avait un souci. Donc, c'est xlf-coaching, ou alors xavier.lefloch@9.fr. C'est ma boîte mail. Eh ben, écoute, Xavier, merci encore d'avoir répondu à nos questions, d'avoir remonté le temps avec nous, le temps du triathlon, le bon vieux temps. Et puis, on te souhaite une bonne continuation et on espère se croiser peut-être un de ces quatre sur un triathlon en Bretagne. N'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Aucun problème. Ouais. Ça marche. On a déjà un rendez-vous avec le Finisterman, tu vois. Donc, on commence à avoir de plus en plus de raisons de venir découvrir la Bretagne. Vous n'allez pas sur Nice cette année, non? Vous n'allez pas voir la Grande de Nice? Vous ne le faites pas? Non? J'y serai pas non plus, non. Bon, moi, je vais aller le voir parce que j'ai pas mal de gars là-bas, donc on va. Mais on se croise. Si vous venez en Bretagne, envoyez-moi un petit mail et on essaie de se voir sur la course. Pas de souci. Super. Parfait. Merci, Xavier. Merci à vous, en tout cas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.